Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et fan d'histoire, Geoffroy Barr. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, j'ai retrouvé l'ordre des mots la semaine dernière, j'y arrivais plus, mais ça y est, là je suis calé. J'ai vu. Oui. Ah ben voilà, on se recale. T'as vu fan d'histoire, Geoffroy Barr, je fais des Ah oui, rimes parce que oui, pas mal. On va se concentrer sur notre 85e numéro de notre podcast. Bon, ça, ok, c'est un chiffre, mais surtout, on a préparé un épisode historique qui revient sur un pan de l'histoire de l'épreuve des 24 heures du Mans qui est donc entré dans la légende, la 84e édition. J'aurais bien voulu que ce soit la 85e pour être parfait avec notre numéro de podcast, mais non, c'est bien la 84e, l'édition 2016 des 24 heures du Mans, puisqu'on en avait parlé. Eh bien, c'est le moment d'en évoquer l'intégralité de l'histoire, cette édition mythique qui est restée en tout cas dans les mémoires pour certains, et si ce n'est pas le cas, eh bien vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos, là pour le coup qui sont insolites, des petites statistiques aussi pour vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé et d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer pour peut-être briller en société autour d'un repas avec son grand-père, sa grand-mère, raconter l'édition 2016 des 24 heures du Mans. Pourquoi pas? En tout cas, au sommaire, c'est simple, on va revenir sur le contexte, sur ce qui s'est passé avant la course, sur le déroulement de la course, sur la conclusion, et c'est cette conclusion qui est restée mythique évidemment, et puis sur l'après édition 2016. Donc voilà, tout ce qui s'est passé sur cette année 2016 et notamment aux 24 heures du Mans. Donc je sais que nos historiens sont là. Et ils vont nous écouter attentivement. On aura C'est quoi ton actu, bien sûr, même si elle est un petit peu plus calme que ce qu'on a l'habitude de dire. Et puis la top question, évidemment. La top question qui n'a vraiment pas posé de problème à nos spécialistes. Mais on a une autre question cette semaine et on est prêt. Bon, l'édition 2016, Geoffroy, on voulait y revenir parce que c'est une édition qui a marqué les esprits. Est-ce que toi, tu t'en souviens comme si c'était hier? Bah alors, avant de commencer, justement, je me disais, je sais pas si l'idée vient de toi ou de moi, de faire 2016, mais je pense peut-être plus toi. On en a parlé en tout cas. Ouais, En on fait, a parlé, j'ai mais... identifié des éditions qui ont été marquantes et je crois que c'est grâce à une top question que Ouais. j'ai eu l'idée de faire cette édition 2016 ou en tout cas de revenir précisément là-dessus. Parce que, en fait, tu vois, moi, 2016, au début, déjà, je voyais pas ça comme de l'histoire, dans le sens où, bah, c'est récent, tu vois. Et en fait, bah non, Oui. ça va faire 10 ans. Et non, puis je sais pas, je me disais, mais ça a rien à voir avec, je sais pas, moi, si on refait, comme à chaque fois on en parle, c'est un peu notre épisode qu'on Notre fera Madeleine. jamais, Le Mans 99, tu sais, Comment ça? c'est le, Alors là, j'y compte bien qu'on le c'est le fasse cet Vultec, épisode. c'est le Vultec différentiel, tu sais, c'est le, c'est la, c'est le phare dans la nuit. Non, mais si, on le fera un jour, mais putain, on mettra 4 heures, je pense, pour le faire, celui-là, parce que j'ai envie, faut qu'il soit en public, filmé, tu vois. Non, mais je veux Ah dire, bien. le Mans 2016, tu vois, j'y pensais pas trop. Enfin, je voyais pas trop ce qu'on peut raconter sous l'angle histo, etc. Et du coup, en faisant mes petites recherches, en essayant surtout de me remémorer, puisque je l'ai vécu pour répondre à ta question, Ouais. en fait, ça me chauffe grave, donc je suis au taquet. Est-ce que je m'en rappelle bien? Ah. Bah, il a quand même fallu que je me replonge dans l'annuel, dans les programmes, dans les anecdotes, dans les trucs que j'ai écrits aussi à l'époque pour m'y remettre, parce Parce que tu es que pro. oui, parce que je suis organisé. Et puis, à l'époque, je bossais pour le site officiel des 24 heures du Mans, donc j'ai des articles sur le site officiel que j'avais écrit, que j'ai pu reprendre pour avoir mes notes de l'époque, donc ça c'est cool, mais en vrai, je m'en souviens pas. J'ai pas des masses de souvenirs qui me sautent. Je voulais regarder, qui me sautent à l'esprit comme ça. Je voulais regarder les photos que j'avais fait, ou tu sais, pour me remémorer un peu les endroits où je suis allé pendant la Ouais. course, mais j'ai pas tant de souvenirs. 2016, je crois que j'étais vraiment pas mal bloqué en salle de presse pendant la course et j'ai peu bougé. Parce qu'à l'époque, sur le site officiel, je travaillais avec un certain Julien Ergo notamment. Oui. Que l'on connaît. On faisait des points horaires toutes les heures. Toutes les heures, il y avait un article. Donc en fait, tu pouvais pas trop t'éloigner du truc, quoi. Eh oui. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais je te rejoins. Non, non, mais je te rejoins quand même parce que finalement, c'est assez bizarre de se le dire, mais plus on a vécu la course, j'allais dire de l'intérieur, mais en Ouais, bossant, ouais. moins on s'en souvient. En fait, c'est assez compliqué de l'expliquer. Si, Mais ouais, moi aussi, si, ouais, c'est l'édition vrai. 2016, Ouais. j'avais pas des souvenirs non plus exceptionnels. Enfin, plus peut-être sur l'avant, sur Ouais. les parades, des choses comme ça, tu vois, les rencontres avec les personnes qui sont dans le paddock. Mais sur la course en elle-même, c'est vrai qu'une fois que c'est lancé et quand on bosse, c'est un petit peu plus compliqué. Donc du coup, bah, au moins, on va se souvenir à la fois du contexte, à la fois des petites choses qui font que cette édition 2016, quand même,
est restée mythique. Alors la 2017 aussi y est, et on fera peut-être un épisode plus tard, dans 1 an ou dans 2 ans. Mais la 2016, quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses Ouais. assez particulières à noter. Et tu vois, et un autre truc, juste pour vraiment poser un peu de contexte, comme tu disais, moi je me souviens aussi de la montée en puissance avant, c'est-à-dire que j'étais à la conférence de lancement de la saison WEC à Paris. C'était dans les studios, c'était chez Michel Rucker, c'était dans les studios, tu sais, Ah oui, où j'avais pas était... été invité. Ah Je me bah souviens voilà, très bien dans le voilà. studio Gabriel. Je Exactement, me c'était souviens que le j'avais été Gabriel. un petit peu triste de ne pas avoir été Et invité. ben moi j'y étais, figure-toi. Et donc voilà, c'est le plateau, pour ceux qui voient pas, c'est le plateau sur lequel il y a Vivant Nianche, ou alors les émissions de Rookie à l'époque, etc. Enfin voilà. Et en fait, il y avait vraiment cette montée en puissance de... Certes, on avait perdu Nissan, qui revenait pas après 2015, mais il y avait quand même une volonté de l'organisateur, ACO FIA, de présenter ça sous la forme d'un show, tu vois. Enfin là, en gros, un studio télé, tu peux pas faire mieux en termes de Ah studio oui. télé, hein, quasiment, loué pour la conférence de presse, pardon. Je me disais, mais où est-ce qu'ils vont mes 24 heures du Mans là, je reconnais plus trop le truc. Enfin, je sentais que c'est pas que ça m'échappe, mais Ah, je me disais, waouh, ça prend une direction de ouf là, en fait, le WEC. Et je me souviens de ça, que 2016, il y a ce côté, tu vois, il y avait aussi Manor qui arrive en LMP2, qui vient de ouais. la F1. Tu te dis, waouh, il y a des intérêts là qui commencent à être un peu élevés. Enfin, le WEC prend une autre tournure, et je dirais pas qu'il a pris une autre dimension à partir de 2016, mais en tout cas, il y a eu quand même cet afflux, l'arrivée Will Stevens, ça doit être par là du coup, qu'il arrive là-dedans aussi. Enfin, tu vois, il y avait comme une espèce C'est vrai. d'attraction, de truc médiatique. Et alors, le final de l'édition 2016, sur lequel on va largement revenir, a aussi contribué Oui. à ça. C'est-à-dire que cette année-là, on a parlé des 24 heures du Mans, euh, pas que dans les médias spécialisés, puisque l'arrivée terrible a fait que, évidemment, ils ont dû en parler. Alors, moi, j'étais pas devant la télé, mais j'imagine que ça a été repris dans des journaux qui, d'habitude, ne parlent pas de sport auto, Bien sûr. sauf quand Jules Bianchi décède ou des choses comme ça, tu vois. Mais donc, vraiment, c'est ça aussi. C'est que ça a donné une lumière un peu sur le Mans. Bah là, pas pour un événement tragique, mais ouais, pour un événement un peu spectaculaire, quoi. Mais il y a eu plusieurs choses. Parce que, en fait, dans le contexte de la course, au mois d'avril, mai, etc., il y a eu quelques grèves, a priori, en France aussi. Mais ça, j'avais peu de souvenirs. Et donc, on s'inquiétait de l'afflux des spectateurs. C'est-à-dire qu'en fait, le WEC Ah ouais, putain, commençait à prendre de j'avais l'essor. zappé ça aussi. Ah ouais, Et ok. ouais, on avait des grèves dans les raffineries de pétrole, donc du Ah coup, ouais. bah, en fait, les spectateurs s'inquiétaient un peu. Il n'y avait pas le green ticket à l'époque, donc il fallait bien prendre sa voiture et venir au Mans. Et en fait, ça n'a pas eu trop d'impact. Il y a eu 263 500 spectateurs environ sur cette 84e édition. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le WEC commençait à prendre quoi. Depuis 2012, là, on a de plus en plus de constructeurs. Et tu parlais de l'arrêt de Nissan. Ça a laissé un peu de tristesse, j'allais dire, en moi, parce que j'aurais bien aimé que ça fonctionne. Mais bon, cette voiture, elle n'était pas très belle. Donc Oh, bon, oh, oh, cette oh, 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 GTR oh, oh. LM Nismo. Qu'est-ce que tu viens Ah de non, dire? moi Ah, moi j'adore. j'étais pas fan. Ah, Ah j'adore, ouais, moi moi. j'étais pas Ah, fan. j'adore. Ah ouais. Mais par contre, Nissan, j'aime beaucoup. Alors tu vois, j'aurais voulu que ça fonctionne. Mais par contre, autour de Ford, tu vois, aux 24 Ouais, heures ouais. du Mans, Aussi, ouais. depuis des années où bah voilà, on en avait évoqué justement. Le contexte un petit peu en 66 quand Ford arrive justement aux 24 heures du Mans pour notre top question sur les années en 6, bah là Ford arrive avec 4 GT dans la catégorie GTE Pro, donc ça c'était aussi intéressant. Tu parlais de ces pilotes qui peut-être découvraient ou en tout cas commençaient à bien s'acclimater au Mans. Will Stevens qui était passé par la Formule 1 avec Manor. Ouais, Il y a aussi Scott Dixon, bien sûr. quadruple champion d'IndyCar à l'époque, qui arrive avec Ford Ganassi. Il y avait également Chris Hoy, un champion Et... olympique, un médaillé d'or olympique, qui roule aux 24 heures du Mans. Bah, en fait, ça n'était pas arrivé depuis le skieur, je crois, Henri Oreiller, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a 9 anciens Olympiens qui ont roulé au Mans. Jean-Claude Killy en a fait partie. Et c'est le premier médaillé d'or olympique en été à avoir roulé aux 24 heures du Mans, Chris Hoy. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul, à ma connaissance, T'es pour parti l'instant. trop loin là, t'es parti trop loin. C'était une top question Bah, ça ou non? Ah non. non, c'était pas une top question, mais c'était une top réponse. Ah Non, ouais, mais ouais. dans le sens où, et tu vas me voir venir, quand j'ai eu vent de cette information, je me suis dit, mais attends, mais trajectoire, c'est parfait, parce qu'en fait, il y avait souvent que des Olympiens issus des sports d'hiver
parce que moi c'est ma cam, j'adore les sports d'hiver, j'adore les sports mécaniques, et je trouve qu'il y a plein de liens, et ben c'est pas étonnant. Généralement, les skieurs, ils ont roulé, ou ils ou elles ont roulé justement aux 24 heures du Mans. Et tu vois, et c'est pour ça qu'un Chris Hoy, qui certes apprécie énormément la vitesse, et parce qu'il était cycliste évidemment, eh bien, peut avoir ce lien de trajectoire justement avec le sport mécanique. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de l'histoire aussi, et cette montée en puissance fait que on attire peut-être d'autres profils. En revanche, il y en a un qui n'a pas pu venir et défendre sa couronne, c'est Nico Hülkenberg. Ouais, L'année précédente, en 2015, il avait gagné avec Porsche. ouais. Ça avait été quand même un vrai événement. Et du coup, les 24 heures du Mans sont en conflit avec le Grand Prix d'Europe 2016. Donc tu vois, la FIA avait pas facilité les choses. Oui, et puis il y avait double interdiction, top double barrière, Aïe! Ah bon? avec de la double peine. Bah oui, parce qu'en fait, on était déjà. Là, on est vraiment dans le contexte, hein, il va falloir qu'on rentre dans le sujet, mais on était aussi déjà dans le Dieselgate. Ah! Et en fait, Porsche a signé, enfin, signé. Ils sont dans le même groupe, Porsche et Audi, donc ils se sont mis d'accord Oui. pour chacun réduire un peu la voilure et faire un peu moins de bruit quand même, et avoir que deux voitures, parce que l'année d'avant, t'avais trois Porsche et t'avais trois Audi aussi, je pense. Bah, généralement, c'est Ouais. ce qu'on disait, c'est que Audi et Porsche arrivaient avec vraiment beaucoup d'ambition et beaucoup de voitures pour maximiser leurs chances de victoire, tandis que Toyota, comme souvent, arrivait avec deux autos. Voilà. Et bah là, cette année, au moins, tous les constructeurs étaient à égalité, quoi, en 2016. C'est ça, donc là, parce que Là, je me lance dans un truc que je sais pas. En 2015, Ah, les Porsche, c'était quoi? C'était 17, 18, 19, un truc comme ça, les numéros. les numéros, ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que ça, j'aimais bien. Ils avaient la volonté d'avoir un truc. C'était 17 pour en hommage à la 917. 18 parce qu'il y a la 918 qui était la voiture de série qui produisait. Et 19 pour 919. Tu vois, ils essayaient de faire le lien comme ça. Pas mal. Et attends, il y avait les couleurs aussi différentes, Et je bien crois, sûr, en bien sûr. 2015. Ouais, ouais, la rouge et blanche, une noire et blanche et la grise blanche qui gagne. Et donc Porsche, ouais, a réduit la voilure, Audi pareil, et on apprendra après que Audi sortir en fin de saison 2016, donc ils gagnent à Bahreïn et ça sera leur dernière victoire. Porsche se retirera un an après, et donc voilà, 2016 c'est un peu c'est la dernière confrontation de ces trois marques-là, quoi. 2014, 2015, 2016, c'est les trois éditions où il y a eu ce match. Et bon, on met de C'est côté vrai. Nissan, hein, vous avez compris. Mais c'est les trois seules Oui. éditions où il y a eu ce match à trois, Porsche, Toyota, Audi. Est-ce qu'on met dans la course à la victoire Baïkoles aussi? Qui était là, hein? Non, Attention. plus Rébellion, je dirais, parce que Ah Baïkoles, oui. non, Non, mais mais je rigole. ouais, mais Rébellion, par contre, il y avait un, comment dire, j'ai pas le mot, mais certains pilotes dans le programme officiel, tu peux voir des déclarations de certains pilotes de chez Porsche, de chez Audi, je vais pas citer de nom et vous les retrouverez, qui disent non, mais Ouais. vraiment cette année ça va être serré. Alors, ce qui a été relativement vrai, hein, même si bon, finalement il y a personne dans le même tour que le leader, mais on est d'accord, ça a été une édition serrée. Et puis, Attends, quand t'as chez Rébellion, Nick Heidfeld, Nicolas Prost et Nelson Piquet Jr., je suis désolé, mais c'est vrai que ça en jette quand même. ouais, et il y a des pilotes Porsche et Audi qui disaient non, mais vraiment, Rébellion, je pense qu'ils peuvent se mêler à la bataille, hein, ils ont leur chance pour gagner. Alors, spoiler, non, pas du tout en rythme. Mais par contre, tu vois, il y avait ce côté, oui, c'est les outsiders. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que maintenant, la chance qu'on a de faire cet épisode historique, c'est que du coup, on porte notre regard d'aujourd'hui sur une course qui date d'il y a 10 ans. Donc, il y a Oui. des petites déclarations, des trucs d'avant-course qui prennent tout leur sens et qui font rire. Tu sais, c'est comme maintenant quand tu vois la photo de toute l'équipe Mercedes qui regarde vers le ciel en 99 avant la course. Bon, bah, c'est quand même assez marrant d'avoir fait ce type de photo. Bah là, c'est ce genre de déclaration qui me fait rire. Et surtout, il y avait plusieurs déclarations en 2016 de gens qui disaient non, mais là, on est vraiment dans une course à l'armement. Chacun veut aller le plus loin possible dans l'hybride, etc. Attention à la fiabilité parce qu'on n'est pas à l'abri qu'à l'avenir, ça soit une équipe privée ou ça se trouve une P2 qui pourrait gagner. C'est vrai que c'est pas passé loin C'est quand pas même. mal. Ouais, Et ben, 2017, on n'a pas failli ouais. passer loin de ça, Tu vois, justement. les gens qui sont dedans, c'est-à-dire pilotes, ingénieurs, etc., mécaniciens, sentaient quand même qu'on était sur là, 2016, on est sur une certaine forme d'apogée
Oui. d'optimisation de cette technologie hybride. Bah, je dirais que effectivement, ce règlement en 2014 m'a été tellement enthousiasmant. Je Ouais. me souviens que l'ACO m'avait envoyé justement visiter chaque constructeur. Ça, c'était génial. On avait fait un c'est pas Ah sorcier oui, entre avec guillemets Jamy, avec Fred, avec avec Fred. avec Fred. Ouais. Et c'était incroyable. J'étais à Cologne, j'étais chez Shell à Hambourg, je suis allé à Ingolstadt, je suis allé chez Porsche également à Weissach. Enfin, vraiment incroyable. Et c'est vrai que cette réglementation elle était excellente. Et en fait, elle n'a pas duré longtemps en raison majoritairement du Dieselgate, parce que je pense pas qu'Audi et Porsche se soient en allés si tôt, parce elle était bien cette réglementation, même si, comme tu le dis, certains se méfiaient un petit peu de la montée en puissance de l'hybride. En fait, il y avait même une forme, j'allais te dire plus loin, là on déborde sur post-2016, mais il y avait aussi un gentleman agreement entre Porsche et Toyota pour figer Porsche était vraiment dans la merde en termes d'image, donc ils avaient signé un gentleman agreement avec Toyota en se disant, bon, on économise un peu des yens ou des Deutschmark, enfin, ou des euros plutôt, et, et on pousse pas trop le développement des caisses, mais par contre, voilà, on se tire la bourre. En gros, on fait pas de nouvelles bagnoles parce que financièrement, on peut pas. Bon, Porsche s'est retiré fin 2017, mais en vrai, il n'y avait pas de BOP, mais il y avait une envie, je pense, de la part de Porsche, effectivement, sans Dieselgate, je pense qu'il serait resté plus longtemps, et on aurait eu beaucoup plus de matchs Porsche-Toyota, et même potentiellement Audi aussi, même si je trouve que le cas Audi est un 2016, peu différent parce qu'on était quand même sur une fin ouais, de cycle, quoi. Ça exactement. commençait à On sentait s'essouffler que quand c'était même. un peu la fin. Ouais, et puis tu sais. Même si, Ouais, vas-y. en début de saison, quand même, en WEC, Audi avait gagné les 2 premières courses, sauf que la victoire à Silverstone leur a été retirée parce qu'ils ont été exclus pour une petite infraction Non-conformité, technique. ouais. Voilà. Mais sinon, ils étaient quand même dans le match en début de saison. Mais c'est vrai que malgré le fait qu'ils arrivaient assez en forme, Le Mans, ils n'ont pas vraiment été présents, quoi. Eh ben alors, Le Mans, non. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. En fait, donc déjà, départ, si tu veux qu'on commence par là, départ donné derrière une voiture de sécurité. Oui, alors ça, on a plusieurs débats. Je sais que Ah, nos historiens préférés m'ont parlé de 87. C'est vrai qu'il y a des images qui existent, et c'est Panos 81 aussi qui avait retrouvé la vidéo en 87 où il y a une voiture de sécurité qui est physiquement devant le peloton, mais on n'a pas vraiment l'explication si le départ était vraiment donné ou pas. Le départ a été donné à 16h05. Ça, c'est vrai, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que ce premier tour a compté ou non? Parce que dans tous les livres et dans toutes les publications qu'on a pu lire, à chaque fois, il est dit 2016 est la première édition de l'histoire à être partie sous safety car. donc, ouais, là-dessus, on a un petit bug. Mais, Alors, moi, je voulais quand même revenir aussi, Geoffroy, sur le nombre d'engagés. Parce que mhm. ce qui illustre ce qu'on s'est dit jusque-là, cette montée en puissance, cet attrait pour plusieurs constructeurs, des constructeurs qui reviennent, des pilotes aussi qui veulent de plus en plus venir aux 24 heures du Mans, parce que Nico Hülkenberg, il est arrivé en rockstar dans le paddock de la Formule 1 à l'issue de sa victoire. Donc ça a donné aussi des idées. Est-ce que c'est là que Fernando Alonso aurait eu des idées d'endurance? Je ne sais pas, mais en tout cas, forcément, ça a fait parler. Il y a donc 60 engagés pour cette course. Il y en avait 56 auparavant. On a construit 4 stands supplémentaires. Bon, malheureusement, après, Audi et Porsche s'en vont. Mais on avait cette envie-là, justement, au Mans, de pouvoir accueillir de plus en plus d'autos. Et maintenant, quand on parle de 62, ça paraît normal. Mhm. Mais jusqu'en 2015, c'était 56, en fait. Donc là, on a 60 voitures. Et, Et on a également un garage 56. ouais, et là, je croyais que tu allais me lancer, une petite question. Depuis quand on n'avait pas eu 60 voitures au départ du Mans? Ah bah tiens, je te la pose. Non, je l'avais pas Moi, je en sais, tête, mais je te la pose. mais Vas-y, vas-y. 55. Ah ouais, depuis 55, ça, on avait attendu d'avoir 60 voitures. Ouais. Ah, je savais pas. On a longtemps fait du 48. C'était l'ancienne capacité max au Mans. Mais ouais, en fait, les 4 stands étaient prévus pour 2017 et la CO, ils se sont bougés et ils devaient en livrer que 2 en 2016 et les 2 autres en 2017. Et en fait, ils ont accéléré les travaux parce qu'ils ont senti qu'il y avait un engouement fort. Ford notamment qui dit bah nous on va débarquer avec 4 voitures. Ah tu peux pas trop les refuser quoi. Enfin tu peux pas les refuser. Ouais, c'est clair. Si tu peux mais bon quand t'as un tel engouement faut en profiter. Et donc donc c'est vrai qu'on était monté à 60 et ouais c'était ça faisait ouais donc j'arrive pas à calculer comme ça mais enfin vous calculez vous comprenez ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas eu autant de concurrents quoi. Ça faisait. Attends, je dis une bêtise si je dis 60 ans, Ouais c'est 61 ans, non? ça.
Donc il y avait un quasi-anniversaire à Ouais. fêter, à célébrer. Et puis il y a aussi autre chose, hein. Je trouve que ce qui illustre cet engouement aussi, c'est Ah là qu'on là. a des invitations d'un petit peu partout. On a l'European Le Mans Series, on a le championnat américain, on a l'Asian Le Mans Series aussi qui arrivait de plus en Et plus. Road to Le Mans, hein. On a Et vraiment Road to Le Mans, on levait le et, rideau. et Road to Le Mans qui arrive en 2016. Voilà, ça je voulais en parler aussi. Nouvelle épreuve qui ouvre donc le bal. Première fois avec des protos, si je dis pas de bêtises, en Ouais, c'est 2016, ça, ouais. juste Ouais. pour Le Mans. Ouais. Mais sinon, c'était des GT3 pour les séries assez haut. Et donc, le 56e stand, eh ben, ça a été une Ouais. innovation. Il était absent en 2015 et c'est Frédéric Sausset avec sa Morgan LMP de Judd accompagné de Jean-Bernard Bouvet et de Christophe Tinceau qui était dans ce 56e stand. Et je me souviens, à l'époque, ça je m'en souviens, que Jean Todt, président de la FIA, avait vraiment œuvré pour que ce stand puisse avoir lieu parce qu'il avait eu toutes les garanties nécessaires de la part de Frédéric Sausset, parce qu'il s'inquiétait au début, hein, pour que tout se passe bien. Parce que je me souviens qu'on en parlait. Imaginons que la voiture, si la voiture là, eh bien, comment on fait pour évacuer le pilote qui est quadri-amputé. Et tu vois, eh bien, finalement, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème, mais je me souviens que ça avait été aussi des débats finalement pour cet engagement. Ouais, je me souviens de ça, effectivement, de... Oui, ça fait partie des autres histoires, on va dire, de cette Et édition, oui, puisque ah ben, les on est 56e, là pour le ça. garage 56, il n'y en a pas eu tous les ans. Non. Mais effectivement, là, D'ailleurs, il n'y en a même plus vraiment maintenant. il y a eu la Il NASCAR y en en a eu 2023, avec quand même. NASCAR. Ouais. Ouais, ouais. On attend On attend la l'hybride Super peut-être, GT, enfin, ou la l'hydrogène. Super GT en 2027, comme on avait Ah, dit, ça hein. serait bien ça. Mais oui, effectivement, Ça ça serait fait trop partie bien. des side stories qu'il y avait eu. Et non, mais 2016, je te dis vraiment. Je vais pas dire que j'ai pas reconnu les 24 heures du Mans, parce que non, si, c'est pas le cas. Mais je sentais qu'il y avait vraiment un truc, un engouement des constructeurs médiatiques, machin. Beaucoup de. Avant, t'avais beaucoup de petites équipes, de petites structures, machin. Ouais. Là, ça commençait vraiment à prendre une autre gueule. Et surtout, ça la prenait, comme tu l'as dit, l'arrivée de Ford en GT. C'était des moyens usine, quoi. C'était des moyens prototypes Ah bah oui. en GT, Ah bah donc ça, c'était incroyable. c'est C'était, clair. ouais. Ouais, tout à fait. Ah bah c'était des petits protos, hein, finalement habillés en GT, mais c'était des Oui, voitures on va incroyables. pas revenir là-dessus, sur le fait que la Ford GT était un Non. prototype déguisé. Vous pouvez aller lire ça sur Endurance Mag. Et surtout qu'elle a gagné alors qu'aucun modèle de série n'était commercialisé. Mais bon, alors que dans le On ne règlement, le c'est pas dira pas. prévu. Mais non, mais voilà. Je veux pas me. Hein, bon, il y a prescription maintenant, mais en tout cas, ouais. Elle aurait pas dû rouler parce qu'elle n'était pas commercialisée. Eh ben non. Enfin, elle était Il n'y commercialisée, avait mais pas pas le produite. nombre de véhicules. Ouais. Exactement. Pas le nombre de véhicules vendus suffisant. Enfin voilà, Voilà. il y a des règles comme ça qui existent. Blablabla. On a quand même des équipes qui ont refusé de venir, hein. On a le team LNT de Lawrence Tomlinson. On a le team Marc VDS aussi, qui n'est pas venu en 2016. SMP Racing qui s'est concentré en LMP2 alors qu'ils avaient les possibilités de venir en grande catégorie. Donc bah, voilà, il y a quand même de l'engouement. Mais il y a aussi des équipes qui savent rester un peu à leur place, entre guillemets, et Ouais. ne pas s'engager Mais il y a à corps perdu, il j'allais y dire. avait, ouais, il y avait une rationalisation parce que les spécialistes plutôt enfin, il y avait moins de LMP1 hybride que les éditions précédentes, donc en fait tu pouvais te dire que finalement il y a moins d'attrait, sauf qu'on l'a vu et la course va le prouver, il y avait quand même une qualité de plateau incroyable, quoi. Ah bah c'est clair, c'est clair. Voilà. Et puis il y avait l'engagement aussi de la voiture de chez Pegasus Racing, là, avec, c'est Rémi Stribig, non, Ah qui oui, a pas failli se qualifier. Ah bah il y a eu une histoire là aussi. Rémi Strebing, Inès Tétinger et Et Léo Léo Roussel, Roussel. ouais c'est ça, pas mal. Ouais. Ils n'ont pas failli se qualifier. Malheureusement, cette voiture, je crois, n'ira pas au bout parce qu'il y Ouais, aura c'est non un classé, ouais. incendie. Ouais. Non, oui, si, c'est ça. Mais en tout cas, Et par contre, Inès ils ont Tétinger, profité. elle se fait ramener en. Elle fait de Oui, l'autostop, non? Elle se fait ramener par Fred Saucet, non, exactement. justement? Non? Je crois que c'est Frédéric Ouais, Sausset, ouais. tout à fait, il me semble. Enfin, en tout cas, la voiture de la Morgan de l'équipe SRT 41. Ouais, ouais, c'est très possible. Et puis, autre chose avant de se lancer vraiment sur le départ, mais on va revenir aussi là-dessus, sur des changements du circuit. Parce Ah que oui, mine oui. de rien, Ouais. bah, quand on dit que Arnage. il y a une montée en puissance, montée en gamme, etc., on a eu plusieurs changements. Il n'y a pas eu que Arnage, il y a eu plusieurs changements. C'est la première fois de l'histoire des 24 heures du Mans que les safer barrières qui Hmm. viennent des États-Unis ont été installées sur une piste européenne. Ah, Il y a une nouvelle au niveau zone de du Porsche, runoff. ouais. Ouais, exactement. Nouvelle zone de runoff au niveau du Porsche parce qu'on voulait prendre la mesure de ce qui s'était passé 2 ans plus tôt avec Loïc Duval Ouais. en essai quand il m'avait fait, enfin, il nous avait fait tous peur et on a cru qu'il ne pourrait pas un jour revenir.
Et puis, dans la première partie du circuit aussi, des safers qui ont été installés. Et pour la petite anecdote, on est passé à 2 doigts d'avoir une chicane à cet endroit, dans les de la forêt, pour éviter justement un risque supplémentaire. Et Vincent Boménil l'a dit, il y a eu des discussions avec la Fédération française du sport automobile, et finalement, le circuit n'a pas été modifié. Heureusement. Attends, il voulait faire quoi, le gauche-droite, là, l'entrée du S, il voulait le... Mettre une chicane pour ralentir effectivement, parce que tu sais bien qu'il y avait eu l'accident aussi avec Alan Simonsen en 2013, Ah, bah ça, c'est la sortie, au Tertre ça. Rouge, etc. Et oui, mais toute cette zone-là, eh bien en fait, elle était en pourparlers pour être, Je savais pas finalement, ça. ouais, modifiée. Ok. Ah, ça, tu vois, j'avais Donc pas du voilà. tout. Donc voilà un petit peu ce qui avait été dans le contexte. Et puis l'autre contexte du championnat, là, en l'occurrence, 2016, on en a parlé ensemble, première année du fait que l'Audi ait été disqualifié à Silverstone, que 2 constructeurs différents depuis le début, depuis 2012 du championnat du monde, soient victorieux. Et ces 2 constructeurs, c'est pas Toyota. Toyota qui sort d'une saison 2015 sans victoire et complètement anonyme, et qui là arrive donc en 2016 au Mans avec beaucoup d'envie et peut-être pas mal de confiance parce qu'ils avaient une nouvelle voiture, non? Ouais, en fait, c'est ça, c'est que avant 2012, 13, 14, 15, c'était toujours le même constructeur qui gagnait avant le Mans, les manches avant le Mans. Et là, 2016, parce que l'Audi est disqualifié, mais bon, il y a une victoire Audi à Spa, il y a une victoire Toyota oui, c'est ça, non, une victoire Porsche, pardon, à À Silverstone. Silverstone? Et Oui. du coup, il y a vraiment cet équilibre des forces où on se dit, mais là, ils sont tous les trois très proches, donc ça va rebattre les cartes, sauf que, enfin, le contexte, c'est que Porsche amène une voiture qui est à considérer comme une Evo, puisque la voiture est apparue en 2014, a gagné en 2015, et là, 2016, ils ont vraiment affiné, et c'est le 919 hybride Evo. Audi, ils en avaient marre du concept R18 conventionnel qui évoluait. En fait, il y avait des itérations tous les ans, on se souvient des premières, mais après, il y a eu vraiment des gros changements entre... Tu en parles aux pilotes aujourd'hui, notamment André Lautorer et Benoît Trélier, tu peux les lancer là-dessus, ils vont parler des heures, mais eux, ils te font vraiment des différences entre la spec 2014, la spec 2015. Toi, de l'extérieur, rapidement, tu te dis c'est une Audi R18, lui, il dit non, la 2014, elle était comme ça, elle réagissait de telle manière, la 2015, rien à voir, enfin, il y avait vraiment un boulot tous les ans, et là, chez Audi, ils se rendaient compte que ça allait plus tenir à un moment, et d'ailleurs, ça avait plus tenu face à Porsche, donc décision de faire une nouvelle voiture et surtout de faire évoluer l'hybride parce que le fin mot le sujet central, c'est que aujourd'hui on a des prototypes, donc des hypercars qui sont hybrides, mais l'hybride est un gadget, j'allais dire, en tout cas est un élément standardisé sur lequel il y a du travail à faire évidemment, et c'est très intéressant, je suis pas en train de le critiquer, au contraire, je trouve ça très bien, mais c'est pas l'élément central. Il y a 10 ans, il y avait plusieurs catégories d'hybridation, et tu pouvais choisir, selon l'envie, d'aller dans la catégorie de maximum de récupération d'énergie, et donc, ça voulait dire que tu avais un bloc moins puissant, un bloc thermique moins puissant. Enfin, en gros, tu choisissais dans quelle catégorie tu te mettais. C'est vrai, c'était dingue. Il y avait 3 architectures de moteurs différentes entre les 3 constructeurs, et tu avais des choix avec les mégajoules, c'est ça? Exactement. J'ai un souvenir vague. Et donc, le truc, c'est que Porsche, dès le début, s'est pointé dans la catégorie 8 mégajoules, donc la catégorie maximale de récupération d'énergie. Eux, ils ont fait vraiment... Avec un petit moteur. Avec un V4, avec la volonté d'avoir vraiment la récup maxi, là où Toyota a été plus conservateur, et Audi aussi, dans le sens où, voilà, on fait ce qu'on peut, mais on va pas non plus aller chercher trop, etc. Et là, pour 2016, en fait, chez Toyota, changement de moteur. Avant, ils avaient un V8 Atmo, il passe à un V6 biturbo, cylindrée très réduite, 2 litres 4, donc vraiment, tu vois, on se souvient du V4 2 litres, mais il y avait aussi ce 2 litres 4 V6 biturbo, et ils changent de catégorie de récupération d'énergie, du coup, eux, ils passent aussi dans la catégorie 8 mégajoules, donc comme Porsche, et Audi, de son côté, fait évoluer sa voiture, et passe en catégorie 6 mégajoules, mais, alors ça, je vous donne l'info comme je l'ai, mais moi ça me parle pas plus que ça techniquement. Ils étaient en 6 mégajoules, mais puisque c'est un moteur diesel, ça équivaut à du 8 mégajoules s'ils avaient un bloc essence. En gros, il y avait à l'époque une équivalence de technologie et une équivalence essence diesel à une usine à gaz. Vous imaginez une usine avec du gaz, c'est ça.
Incroyable. Moi, j'ai Non, mais Henri Scarolo qui incroyable. il en a marre. Et du coup, là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que 2016, on a vraiment les 3 constructeurs qui sont au taquet de ce qu'ils peuvent faire en termes de récupération d'hybrides, parce que le règlement de l'époque incitait vraiment les constructeurs à aller le plus loin possible sur la récupération d'énergie pour réduire la consommation de carburant. Ce qui n'est clairement plus le cas, vous le verrez. Depuis qu'on est arrivé en hypercar, les constructeurs communiquent très peu sur la consommation de carburant, parce qu'au final, elle n'est pas forcément meilleure qu'il y a 10 ans. Voilà. Ouais, enfin, elle est pas meilleure, mais elle est pas non plus horrible. Enfin, non, mais enfin, elle voilà, pourrait être meilleure, c'est ça que je veux dire, dans le sens où ouais. les voitures sont quand même extrêmement lourdes et on pousse pas à aller chercher le plus possible d'énergie. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là, il y avait vraiment cette volonté. En fait, Porsche était le seul jusqu'à 2016 à récupérer à la fois de l'énergie au freinage et à la fois de la chaleur en sortie de turbo. Et donc là, voilà, il y avait une volonté de tous les autres constructeurs de rejoindre et de se dire Porsche a fait le meilleur choix, quoi. Voilà. Ouais, ce qui veut dire quand même que Toyota doit peut-être potentiellement essuyer les plâtres. Et donc, une nouvelle voiture implique peut-être une fiabilité moyenne. C'est clairement pas les favoris sur le papier avant le départ. Ah ouais, parce que déjà, début de saison, pas au rendez-vous. 2015, la voiture vieillissante, ou en tout cas qui était plus adaptée, pas de victoire. Bon, 2016, ils sont pas favoris. Non. D'ailleurs, même au qualif, hein, ils font pas les pôles, rien du tout, hein, malgré le fait que Stéphane Sarrazin soit dans la voiture. On aurait pu penser que ça puisse bien performer, mais non, pas du tout. Les Toyota sont 3 et 4, elles sont quand même devant les Audi. Ouais, et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est que peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent, on passe ce truc en tête, mais à l'époque, Audi, c'est quand même l'ogre, quoi. C'est le constructeur qui impressionne. Et là, avec cette Audi R18 version 2016, que je trouve personnellement horrible, mais quand elle est arrivée, quand les premières images sont sorties, tout le monde s'est dit « Oh, ça y est, ils ont encore tué le game, quoi ». Ils ont refait le coup de la R18 de 2011, présentée fin 2010, pardon. Mais en fait, on s'est dit, mais ok, ils ont fait un choix. Elle a une aéro qu'on comprend pas trop. Apparemment, ils expliquent que tout se passe à l'intérieur. C'est la gestion des flux d'air sous la carrosserie. C'est une Formule 1 déguisée. Tout le monde s'est dit, bon, bah ok, c'est bon, c'est plié, c'est Audi qui gagne. Parce que là, leur bagnole, elle est lunaire, en fait, quoi. Il y a un truc tout en carbone. Enfin, c'est fou, quoi. Et donc, c'était vraiment Audi qui a un peu ce statut de favori. En plus, ils gagnent à la régulière à Silverstone avant d'être déclassés. Et tout le monde a dit, et puis tout le monde a dit, ils ont gagné aucun avantage avec cette fameuse planche en bois qui est un peu plus fine, ça n'apportait rien, c'est vraiment, donc ils gagnent à la régulière à Silverstone, même si c'est pas eux au classement final, ça gagne à Spa-Francorchamps, bon bah c'est plié, c'est le retour d'Audi, quoi, voilà, il y a eu une parenthèse en 2015 avec Porsche, mais en fait, c'est Audi qui va gagner, c'est sûr, et Porsche est aussi très fort, les toys, franchement, on n'y croit pas, quoi. Ouais, on n'y croit pas, sauf dans les pubs. Parce que tu nous as ressorti un magazine Auto Hebdo, programme de l'édition. Alors ça, moi, tu m'as fait rire. Qu'est-ce qui était marqué sur la publicité Toyota ? Sur la pub Toyota, alors, avant Le Mans, dans le guide officiel des 24 heures du Mans, il y a une photo de la TS050, parce qu'on l'a pas nommée depuis tout à l'heure, mais oui, une nouvelle voiture, quoi, TS050. Et donc la pub, c'est pour une fois, une hybride risque de faire du bruit. Le 18 juin prochain, la Toyota TS050 hybride prendra le départ des 24 heures du Mans. J'ai l'impression d'être sur une application de lecture, tu sais, de Nicolas Sarkozy. Alors bon, si les hybrides sont connus pour leur silence en mode électrique, les pilotes et ingénieurs Toyota Gazoo Racing feront tout pour que la Toyota ne passe pas inaperçue sur la ligne d'arrivée. Ah bah c'est sûr qu'elle n'est pas passée inaperçue sur la ligne d'arrivée. Hein. Incroyable quand même. Bah c'est-à-dire qu'elle est bien restée. Elle est restée sur la ligne d'arrivée. Ah bah non mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la Mercedes, ça fait rire après coup. Bah là c'est pareil, ils font une pub en disant on va tout faire pour se faire remarquer. Bah oui, je pense pas que vous pensiez à ça, mais effectivement. C'est incroyable. Non mais t'imagines quand même, évidemment que c'était pas pensé à mal, mais c'est incroyable la pub dans ce programme pour parler de ligne d'arrivée et tout ça. Bon, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y avait pas quand même de la confiance en termes de rythme de course ? Parce qu'on les connaît Toyota, c'est pas sur un seul tour qui font la différence, mais ça aurait pu être peut-être un souhait de leur part de faire une bonne course en termes de rythme, d'autant plus que les conditions météo sont un petit peu perturbées dès les essais d'ailleurs. Ouais, en fait, Toyota à l'époque, l'enjeu, le truc entre les lignes, c'est que nouvelle voiture, etc. Un nouveau pilote aussi, on l'a pas dit, mais Kobayashi qui remplace Alexander Wurz.
Et, Ouais, c'est tard. Il arrive tard en ouais, fait chez ouais, Toyota, ouais. 2016 seulement. Et en fait, le truc qui va se passer, c'est que assez rapidement, on comprend pendant les essais préliminaires, qualif, essais libres, qualif, etc. Il n'y a pas l'hyperpole à l'époque. Hein. On comprend Ouais. qu'en fait, la Toy, ils ont un truc en plus, c'est qu'ils vont. La rumeur dit que en course, ils vont réussir à faire des relais de 14 tours, là où les autres n'en font que 13. Et si c'est le cas, Hmm. 12 ou 13. Et donc, si c'est le cas, bah, ils vont forcément. Et que la course se déroule de manière assez limpide, assez fluide, bah forcément, ça apporte un Ils vont avantage. gagner Quoi. un arrêt Ils quoi. vont gagner un, Enfin, voire deux. Ce qui est projeté, c'est deux. Et au final, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. La Toyota qui n'est pas classée, elle fait 2 arrêts de moins que la Porsche qui gagne. Et elle passe beaucoup moins de temps au stand. eh Quoi. oui. Non mais c'est incroyable, tu vois. Parce que finalement, ça se joue pas que sur la performance, on le sait, ça évidemment. Par le passé, Audi a souvent été dans cette situation-là, à pas être les favoris peut-être sur un tour, mais après à dérouler sur l'exécution justement. Audi qui était sur une sacrée dynamique d'ailleurs, parce que bah, en arrivant en 2016, c'est vrai que c'était les caïds du Mans, quoi, mine de rien. Même s'ils gagnent pas, mais ils sont quand même souvent placés, quoi. Exactement. Ouais, alors écoute, j'ai plus les stats, j'ai plus le Ah truc sous les mince. yeux là du nombre d'arrêts. Non, mais en tout cas, je sais qu'il y a vraiment cet écart de 2 arrêts. Ouais. Et que donc, en fait, si tu veux, vu que le départ, non, ça y est, on donne le top départ. On donne le départ, mais vu qu'il est sous la pluie, il est sous la pluie et pendant 50 minutes derrière une voiture de sécurité. Donc là, tu peux pas savoir vraiment le rythme et tu peux pas savoir quelle va être la vraie durée d'un relais. Donc c'est seulement au bout de 2-3 heures, enfin, quand il y a eu vraiment un relais complet derrière, enfin, en condition de drapeau vert et sans la pluie, qu'on comprend que ça y est, bah voilà. Toyota fait 14 tours et aucun autre concurrent peut faire pareil. Audi et Porsche peuvent pas. Waouh. Donc là, ils se disent, il va falloir trouver quelque chose parce que à ce rythme-là, elles vont forcément mécaniquement être devant, même si elles sont un peu moins rapides. Le simple passage par les stands, intervention, sortie, ouais, c'est vite 1 minute, 1 minute 30, 1 minute 40 si tu changes les pneus. Donc là, l'équation pour les autres, bah, ça commence tout de suite. Et en fait, au rythme, progressivement, eh ben, les Toyota vont émerger en tête. C'est-à-dire Et que alors pendant les la deux? nuit, ça va être un commandement Toyota. Ouais, en fait, la 5 et la 6 parce que c'était les numéros que portait Toyota à l'époque, Ouais. la 5 et la 6 vont vraiment émerger. Le truc, c'est que à 16h20, donc 1h20 après le départ, l'Audi numéro 7, problème de perte de puissance, faut changer un turbo, donc elle est déjà quasiment hors course. Alors que c'est quand même Euh, la marque de fabrique des Audi, normalement, c'est justement de ne pas Exactement, avoir trop de la problèmes. fiabilité. Ouais, ouais. Et à 23h, l'autre Audi R18, la numéro 8, passe à un tour sans avoir eu de problème. Juste au rythme, en fait, Ouah. ils ont pas de rythme, quoi. Ils ont pas de rythme cette année-là. Les pilotes, tu les sollicites, et qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut pas faire mieux. Voilà, donc elle se prend un tour après, 8 heures d'épreuve, un tiers d'épreuve, déjà une boucle, donc en fait, les Audi, Punaise. tu sais que c'est pas dans le match, quoi. Non, mais c'est énorme Ouais. comme claque en fait pour Audi, parce que quand même on va sortir cette stat. On s'est même demandé si on allait la poser en top question, mais non. Audi, depuis 99, tu m'as bluffé, se retrouve à chaque fois sur le podium des 24 heures du Mans. Ça aurait été potentiellement 2016, la première fois qu'une Audi ne soit pas sur le podium depuis leur engagement, mais C'est ça. c'est la plus longue série pour un constructeur, non? Ah bah, je pense que c'est la plus longue. Alors, il y a Enfin, de peut-être toute façon, Porsche. Il y a peut-être Porsche dans les années 80, non, mais oh, non, même pas. Oui, mais enfin, que sur les années 80. Non, non, franchement, un constructeur, peut-être, ouais, 70-80, mais un constructeur qui déjà a une participation aussi longue, oui. un engagement aussi long de 99 à 2016, et ouais, donc la série aurait pu être interrompue, Mais mais là, donc, d'ailleurs, on s'y prépare puisque... mentalement. Parce que les deux Ah Toyota, bah tu me oui, dis, dominent. On a Porsche qui est là aussi dans le match et Audi vraiment oui, derrière, quoi. oui, c'est ça. En fait, du coup, on se dit, bah, c'est mort. Le premier signe peut-être de fébrilité, c'est qu'à 23h, il y a un problème de pompe à eau sur la Porsche numéro 1. Donc en fait, t'as déjà les deux Audi à un tour, et t'as la Porsche numéro 1 qui a un problème. Ils mettent 1h15 à faire la réparation. Ok. C'est Hartley, je crois, ouais, c'est Hartley qui repart. Il re-rentre au ralenti, il repère d'1h15. Celle-ci, c'est mort. La Ouf. numéro 1, c'est foutu. Donc en fait, ça se retrouve maintenant à un duel entre la 5, la 6 et la Porsche numéro 2, qui est la seule potentiellement à pouvoir faire tomber les Toyota, mais encore une fois, c'est mort. Enfin, cette année, on le voit. Alors les Audi, oui, je te passe le détail, mais ça j'avais oublié, j'ai retrouvé ça dans mes notes aussi, mais elles sont pénalisées, elles doivent repasser par les stands parce que la plaque lumineuse du numéro sur le côté ne fonctionne pas. Oh là. Donc, non, mais c'est la totale. Pour Audi, c'est la totale cette Attends, année-là. donc ça veut dire quand même, parce qu'on a fait un épisode sur les 40 ans de Toyota, là,
sachant la malchance de Toyota et la malédiction, j'allais dire, qui s'abat, honnêtement, Toyota se voit gagner et succéder à Mazda, quoi, en fait. En fait, ouais, c'est ça. Dans la nuit, c'est parti. La 5 et la 6 sont devant. Euh, la 6, mieux, avec Kobayashi notamment, qui est très bon. Ouais. Ils ont 2 minutes 30, quasiment 3 minutes d'avance, donc ça le fait. Kobayashi contacte avec une Aston Martin, Aïe. et en fait là, il éclate vraiment bien la caisse, quoi, sur le côté gauche. Au début, il rentre, genre il change, il remet du carburant, ils repartent, et en fait, il la font re-rentrer. Et intervention sur le côté. Alors, au début, ils mettent juste du scotch, Ouais. mais après, ils font vraiment une plus grosse intervention. Et il sort aussi au karting dans la matinée. En fait, il fait deux. Enfin, il y a un contact et une sortie. Et c'est un pilote Euh, monoplace, pilote de sprint qui arrive en endurance, tu vois. Est-ce ouais. que ça n'a pas été Ah, ça bah ouais, aussi, la préparation peut-être un petit peu moindre pour Kamui Kobayashi, qui est excellent et qui va faire c'est des ça. miracles après. Mais Et donc, dans la matinée, en gros, là, il fait vraiment une grosse sortie au niveau du karting. Donc là, il y a système de refroidissement qui est touché, le fond plat, enfin, la totale. Ouah. Donc On là, est à là, on se midi. dit, il reste la On est à 5 face à midi, la 2. c'est ça. Voilà, c'est ça, midi, donc il reste 3 heures d'épreuve. De toute façon, c'est entre ces deux-là, c'est la 5 et la 2, à l'avantage de la 5, Ouais. puisqu'elle est depuis le départ, en fait, naturellement en tête. Elle a couvert en tout 104 tours en tête, la numéro 5, et la 6 en a fait 173. En gros, ils ont couvert 277 tours en tête, les Toyota. C'est énorme, c'est vraiment une mainmise sur l'épreuve totale, quoi. 384. C'est-à-dire Ouais, non, c'est une 277 tours mainmise. Ouais. sur 384 ont été menés par des Toyota. Waouh. Et chez Audi, ils ont mené 2 tours. J'allais dire 2 pour rigoler, mais non, mais alors, énorme. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Donc, tu vois, vraiment, il y a cette mainmise. Et donc, début d'après-midi, Le Mans, le dimanche, là, voilà, il y a 25-30 secondes d'écart. La C'est quand même Toyota qui est serré. en tête. C'est quand même serré. Oui, c'est serré. Parce que C'est serré, derrière, mais on se il dit, y a quoi? c'est bon, quoi. Derrière la 6, elle est à quoi? Elle est à 2 tours, je pense, de la 2, 2 ou 3 tours. Ouais, Et c'est ça. les Et Audi puis, sont à plus de Audi, 10 ça doit tours. être à. Ouais, c'est ça, en gros. De toute façon, même si là, tu sais, on a toujours coutume de dire, et cette édition 2016 le prouve bien, tant que le drapeau à damier n'est pas abaissé, il peut toujours se passer quelque chose. Là, quand même, tu te dis, bon, ça va être entre ces deux-là, quoi. Oui. Donc tous les regards sont là. L'écart, c'est 25-30 secondes, ça oscille, mais il n'y a pas de truc. Enfin, voilà, ça s'observe et Ouais. on attend le dernier arrêt ravitaillement avant, voilà, pour savoir comment ça va se passer. Le dernier sprint final, quoi. C'est la Porsche qui s'arrête en première. Carburant, pardon, ravitaillement, on change pas les pneumatiques, histoire de gagner du temps, évidemment. Je crois qu'il en est son 4e relais, peut-être, Gianni, ou au moins 3e en tout cas. Ouais. Et Nakajima qui rentre dans le tour suivant, pareil, même stratégie. On remet du carburant, on touche pas les pneus, donc l'écart reste le même. Ça va même un peu plus vite chez Toyota. Donc au final, il y a 30 secondes d'écart pour la Toyota. Ok. Sachant que Il dans le reste, contexte, Toyota avait eu un problème moteur quand même à Spa-Francorchamps. Bon, et donc la fiabilité, on savait que c'était potentiellement un problème, Ouais, même si là, aux ouais. 24 heures, il n'y avait pas eu de souci. Pas de souci. Et donc là, voilà, on rentre dans le dernier quart d'heure. Je ferai une top anecdote après. Mais on rentre dans le dernier quart d'heure et enfin voilà, c'est parti. Je veux dire, non, je vais faire l'anecdote maintenant. Ah bah oui. Attends, je fais l'anecdote. Il est maintenant. 14h48. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Alors, ouais, vas-y. Alors, je fais ça d'abord. 14h48. Il y a une crevaison crevaison lente sur la Porsche. Donc, qui était à 30 secondes de la Toyota. Crevaison lente. Il repasse par le stand. Il change le pneu. Bon bah c'est plié. Donc là, elle perd plus d'1 minute évidemment. Bon bah voilà, 1 minute 30 d'avance, même un peu plus pour la Toyota. Donc c'est fait. C'est fini, c'est fait. Donc l'anecdote c'est quoi? C'est que moi, comme je disais tout à l'heure, je bossais pour le site officiel des 24 heures du Mans, et j'étais en charge de l'article du dernier point horaire. C'était pas un article d'analyse de course comme je peux le faire depuis des années, ouais. Mais c'était juste le dernier point horaire, dans lequel tu mets quand même un peu plus d'informations qu'un simple point horaire, puisque c'est le dernier, donc... évidemment qu'il est déjà écrit, enfin il est en grande partie écrit, et ce que j'ai mis dedans, c'est logique, c'est la première victoire de Toyota. Ça y est. Et donc Toyota qui rejoint Mazda au panthéon des constructeurs japonais à avoir brillé aux 24 heures du Mans, donc bravo. Une photo en illustration bien sûr de la Toyota, des déclarations des pilotes Toyota, enfin tout est prêt, tu vois, puisque le but c'est quand même de le sortir quand la voiture va passer la ligne. Eh oui. Du coup, j'ai un petit peu galéré au moment où, et tu vas le raconter très bien après, justement à 4 minutes du but quand la Toyota s'immobilise, mais moi le truc c'est que
je l'ai vécu donc devant l'écran, je voyais tout ce qui se passait. Évidemment, j'ai pas sorti d'article Toyota gagne les 24 heures du Mans. Mais, maintenant il y a prescription, je m'en fous, je peux balancer. Les collègues des réseaux sociaux, eux, à l'époque, Facebook est le roi. Instagram, c'était encore embryonnaire. Le compte officiel avait passé les 10 000 abonnés en 2015, parce que je m'occupais du compte en 2015. On avait passé les 10 000 abonnés pendant l'édition 2015. 2016, je sais plus combien il y avait d'abonnés, mais Instagram n'était pas l'immense réseau que c'est aujourd'hui. Mais tu doutes bien que Facebook, Instagram, Twitter, etc., il y a des solutions pour... faut mettre des images, des illustrations, les hashtags. Enfin, c'est pas quelqu'un qui rentre ça en dernière minute, quoi. C'est préparé. Donc là, ils ont tout préparé avec les graphistes. Il y a le visuel de la Toyota qui gagne, la légende, ils rejoignent Mazda. En plus, la belle histoire avec Oreca qui est à l'exploitation, comme à l'époque avec Mazda. Enfin, tout est prêt, quoi. C'est vrai. Et eux, par contre, ils ont balancé sur les réseaux. Donc, il y a eu pendant quelques instants, voilà, c'est ça l'anecdote, mais il y a eu pendant quelques instants sur le Facebook, tu sais, tu peux changer l'image de couverture. Ouais. Et ben, il y a eu Toyota remporte les 24 heures du Mans et toute la communication qui est partie, qui bien sûr a été rappelée après. Hein. Ah bah évidemment. Je vous mets au défi de trouver ça, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont vu, mais en tout cas c'est parti parce que c'était programmé et parce que tu fais comme ça pour éviter souvent 24 heures du Mans à l'époque, en tout cas le réseau peut merder à ce moment-là. Il y a tous les journalistes qui veulent publier, donc voilà, c'est parti. Donc ça a dû rester quelques secondes. Moi j'ai pas balancé l'article évidemment, mais surtout j'étais obligé de le réécrire en urgence parce que tout change, quoi. Parce que tu passes de la première victoire Toyota à la 18e victoire Porsche, quoi. Donc absolument rien à voir, quoi. Non mais c'est incroyable. Et donc cette Toyota numéro 5 avec c'est Kazuki Nakajima à ce moment-là qui est au volant. En plus c'est le pire du pire, c'est-à-dire qu'ils font rouler les pilotes japonais dans les derniers relais. Donc ça devait être, je pense, Kobayashi qui était dans la voiture numéro 6, j'ai pas le souvenir. Ouais, sans doute, ouais. Et donc, il s'apprête à passer la ligne et à gagner pour Toyota. Et là, no power. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr en plus. Je crois que c'est Sarrazin. Parce que je me souviens d'une déclaration de Sarrazin où il dit qu'il pensait que Nakajima l'attendait pour qu'il fasse le dernier tour ensemble. Ah, alors peut-être. Ouais, parce que Kobayashi avait déjà été très artistique dans ses relais. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas voulu prendre le risque. C'est ça. Bon, Kamui, en tout cas, c'est très bien ce que vas-y, t'as fait, mais on veut une voiture en état pour terminer la course. Et donc Kazuki Nakajima annonce... Vas-y, je te laisse détailler ce 23h56 quand même. Ah non, voilà. 23h56 qui a donc généré sur les réseaux évidemment des comptes qui se sont créés. Eh bien, le pilote donc de la Toyota commence à la radio parler. Mais on comprend pas trop ce qu'il dit, parce que on a des radios qui sont sélectionnées dans le car régie en fait, avec lequel je travaillais. Alors je sais plus le rôle que j'avais si j'étais dans les stands cette année 2016 ou si j'étais comme en 2015 dans le car régie à écouter toutes les radios et à les sélectionner. Je crois que je devais faire un petit peu des deux. Et on entend une info, mais power. On sait pas trop. Moi je suis pas dans le car régie à ce moment-là, mais on entend à la télé quoi. Et en fait, il s'avère que c'est no power. Et donc, effectivement, tout le monde pensait qu'il attendait pour faire le moins de distance possible et pour essayer de gagner un petit peu, peut-être en conso ou j'en sais rien, du temps. Et puis là, il arrive sur la ligne et il s'arrête après la ligne. Et ça, c'est le drame. Il s'arrête après la ligne d'arrivée et il essaie de faire un power recycle, etc., de la faire redémarrer. Je sais pas comment il réussit à repartir, mais je pense que c'est sur l'électrique qu'il a dû faire le dernier tour. Ouais. Mais sauf que ce dernier tour, il le fait en 11 minutes 53. Donc, un tour qui lui aurait permis de terminer deuxième. Puisque, ok, la Porsche passe et on se souvient de Romain Dumas qui tombe dans les bras de je sais plus quel autre pilote. Ça doit être... Enfin, je sais même plus. Ah ben voilà, Marc Lieb. Et il se roule par terre, etc. Bon, ça, on s'en souvient. Mais la voiture, la Toyota numéro 5, elle repart quand même. Elle n'est pas restée sur la ligne, tu vois. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis dans la passerelle pour rejoindre entre le module sportif, donc le bâtiment où on retrouve le speaker, où on retrouve la direction de course, etc. et la tribune principale côté stand, au-dessus des stands. Je suis là et j'entends « Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ?» Et là, mais je vois rien, moi, parce que je suis sur la passerelle. Mais je me dis, mais il se passe quelque chose, quoi. Et je regarde les écrans géants, enfin, je me déplace pour regarder l'écran géant, et là, je vois la Toyota qui est arrêtée, avant qu'elle ne reparte donc. Et l'anecdote, c'est que c'est la première fois qu'une voiture qui n'est pas classée
était normalement podiumable. Je sais pas comment on peut dire, mais Ouais. elle était sur le podium normalement. À l'époque, tu t'arrêtais 1h22 dans la dernière chicane, tu repartais, tu faisais 12 mètres et tu passais la ligne, t'étais classé. Là, en l'occurrence, Ah, ouais, c'était pas loin. Tu sortais une clé à oui, oui, molette, oui, etc. ouais, pour ouais. faire un peu comme si tu bossais, et puis c'était bon, quoi. Et parce que justement, il y a eu des règles pour éviter ces dérives-là. Et en l'occurrence, en 2016, bah, la règle, c'est que si tu ne fais pas ton dernier tour en moins de 6 5 minutes, je crois. minutes, 6 minutes, en moins de 6 Ouais, je minutes, crois que c'est 6. eh bien, tu n'es pas classé. Donc là, ça veut dire que cette voiture qui, bah, Mais, normalement, si tu veux, aurait dû terminer deuxième, eh bien, n'est pas classée. Et si on va un petit peu plus loin en 2017, il y a une règle qui a été donc à l'issue de cette malheureuse aventure de Kazuki Nakajima qui a été dictée. Et cette règle, elle dit que ça aurait été une pénalité de 10 tours pour la voiture numéro 5. Et d'ailleurs, eh bien, cette voiture numéro 5, elle aurait été troisième si elle avait eu 10 tours de pénalité. Donc tu vois comme quoi, ok. et ça aurait empêché Audi de faire cette fameuse série de Cette podiums série de podiums ininterrompue. ininterrompus. En fait, alors, je vais étaler ma science. Ah, vas-y. Pour être, ouais, tu vas voir, ça va bien se passer. Euh, pour, comment dire, pour la règle du truc avec 6 minutes là, en fait, ça découle de plusieurs choses. Effectivement, t'as raison sur le côté. C'est pour éviter les mecs qui s'arrêtent, parce que ça se faisait beaucoup, effectivement. Bien sûr. Ça se faisait moins quand même depuis quelques années. En fait, ce qui se faisait, c'était que tu rentrais au stand, Oui. et puis tu sortais pour le dernier tour. On a fait ça avec Endurance Asia en 2009, je m'en souviens bien. La voiture, elle tournait sur ce qui lui restait, mais on a renvoyé la voiture en piste pour le dernier tour, et comme ça, on a passé la ligne. On n'est pas classé, mais en tout cas, voilà, t'as quand même des photos, et t'es un peu vu. Donc ils avaient mis en place cette règle pour justement éviter les voitures qui s'arrêtent, et aussi, je crois, parce que il y avait eu des éditions où le dernier tour, en fait, était une parade, et je pense à 2001, où il y a une tribune de... Je dis une tribune parce que c'est vraiment ça, du regretté François Hurel, Ouais. auteur dans Auto Hebdo, Échappement, je pourrais pas citer tout ce qu'il a pu écrire, Ouais, il il a a, fait écrit beaucoup, il a beaucoup sorti de son choses. propre magazine, des livres, enfin, un vrai modèle, et il écrit dans Échappement une petite tribune où il dit, mais en fait, le spectacle... Enfin, c'est pas un spectacle, quoi. Les Audi qui ont triomphé au Mans 2001, elles ont mis, je crois, 10 minutes à faire le dernier tour. Parce que, parade, quoi, tu vois, c'est une domination. Les commissaires de piste sont sur la piste, Ouais. ont bougé le drapeau dans tous les sens, sont célèbres. Sauf que, celui qui est chargé d'abaisser le drapeau, tous les officiels, etc., ils étaient là, ils ont poireauté 10 minutes pour attendre la voiture qui passe. En fait, bon, Déjà, il y a c'est ça. sympa, mais Et puis attends, il y a une course derrière. C'est-à-dire que à l'époque, je voilà, sais qu'il y avait exactement. moins d'écart, mais dans les autres catégories, on se bat quand même pour des positions. Et alors, son axe dans son article, c'est de dire ouais, c'est vrai, on est vraiment. C'est marrant parce que quand tu vois avec ce regard-là, c'était il y a 25 ans. Mais il dit c'est vraiment pour le show. Gagner au Mans, c'est devenu très important sur le plan commercial, marketing. Mais on voit que les constructeurs n'ont plus forcément la volonté d'aller chercher la performance, le record de la distance. Bon, Audi a démontré quand même par la suite qu'ils étaient là quand même pour le sport et que c'était leur temple, leur jardin, le Mans. Donc on peut pas les taxer de ça. Mais en tout cas, il y avait cette volonté, je pense aussi, ça a dû je sais pas quand ça a été ajouté au règlement, mais je pense qu'il y a eu aussi cette volonté de dire bon, on peut célébrer, on peut faire des trucs, mais faisons un tour une fois que le drapeau est passé, la limite, quoi, tu vois. Il y a des années où c'était ça, au Mans, on disait les écarts sont tellement serrés, 2011 c'est le cas, vous ferez une célébration, mais après, enfin, je sais pas comment dire, mais faisons la course jusqu'au drapeau à Damien, en fait, quoi. Et puis après, une fois que le drapeau est passé, maintenant il y a même plus de tour de parade, mais avant Mais il y oui, avait c'est ce que ça. j'allais dire. Il Mais n'y a voilà, plus de tour de dernier tour où on salue les commissaires et Je tout. trouve À ça l'époque, dommage, ça se ça. Je trouve faisait. ça dommage. Et ouais, Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on optimise tout et que bah il y a aussi ce côté ouais, quantité carburant, d'essence, ouais. etc. quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, donc voilà, c'est aussi pour ça. D'accord. Et l'anecdote aussi, enfin voilà, pour me jeter des fleurs, mais on l'avait vu avec Julien, cette fameuse radio, et même sans cette radio, en fait, parce qu'elle est arrivée assez tard, la radio de Nord Power, elle est arrivée assez tard, mais on a vu clairement au niveau des partiels qu'il y avait une merde avec la Toyota. Ah ouais. Avant que Bruno Segosi. Ouais, en fait, moi je l'avais vu avec Julien. C'est un très très bon souvenir. Enfin, malheureux souvenir Toyota, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, un très bon souvenir de moments forts, quoi. Où avec Julien, je crois que c'est lui qui me dit, mais il y a une merde avec la Toyota. Il a aucun intérêt à attendre. L'autre Toyota n'est parce que tu sais, tu connais ça par cœur, et peut-être, oui. enfin pour vous qui connaissez pas forcément l'envers du décor, mais
on a aussi le mapping, on a un plan du circuit avec la position de chaque voiture, et donc tout de suite il se dit mais non, enfin l'autre Toy elle est pas là, il a aucun intérêt à ralentir quoi. Ok, certes l'autre, la Porsche elle est larguée, mais enfin, c'est quoi le but de ralentir maintenant? Il fera après son tour de décélération, Ouais. je sais pas, c'est bizarre. Et donc on a vite vu qu'il y avait un pépin de... Oui, parce que c'était l'avant-dernier tour. C'est pas le dernier tour, c'était l'avant-dernier tour où il commence à avoir un problème dans... C'est quoi, dans la ligne droite, hein, je pense. C'est l'entame des Unodier, ouais. C'est l'entame des Unodier où on voit que clairement le premier partiel est peut-être encore bon. Putain, faudrait se plonger dans les données, je vous laisse le faire. Mais c'est accessible hein, chez Alcamel. Mais en tout cas, le deuxième secteur, c'est sûr qu'il est éclaté. Et là, on se dit, non, il attend pas. Enfin, il y a pas de raison d'attendre, quoi. Ce que j'ai pas compris, faire la par photo contre, de groupe, quoi. Pourquoi il s'est arrêté sur la ligne et pourquoi il est pas rentré au stand? Ça, j'ai jamais compris. Moi non plus. Il est pas... Bah, peut-être qu'il estimait être en mesure de faire le power recycle, mais je me dis, mais s'il était rentré au stand, il y aurait peut-être eu un scénario différent. Ouais. Quoique, non, même pas, parce que le tour aurait quand même été entamé. Non, ça aurait pas changé grand-chose. Non, mais c'est... Donc, ouais, c'est vraiment... Il y avait une ambiance particulière après parce que... Mais plus personne n'y croyait. Non, mais même, en fait, à tel point que même Romain Dumas et Marc Lieb, alors même s'ils se sont tombés dans les bras et qu'ils ont roulé, etc., comment tu veux célébrer une victoire comme ça? Non, mais il y a une sidération totale. Et par contre, pour le coup, là où il y a un truc où je l'avoue, personne ne le savait, c'est qu'est-ce qui va advenir de la Toyota, quoi. Cette règle du dernier tour qui doit être signée en moins de 6 minutes... Je crois qu'on le savait même pas. On n'était même pas conscient de ça. Non, moi je pense que c'est quelqu'un de West France ou de Auto Hebdo, enfin il devait y avoir un journaliste dans le coin, tu vois, assez pointu sur le sujet, qui a balancé ça, et tu te dis, oula, ah ouais, oh putain, ça va tout changer. Du coup, ça c'était le sujet après, entre guillemets, en salle de presse, de qu'est-ce qui va devenir de cette Toyota, quoi, qui du coup, n'est pas classée. Donc, grosse perte de points au championnat, enfin... Ça passe au second plan déjà, quand tu perds le Mans, mais... Ouais. Mais c'est surtout même pas de podium, quoi. C'est-à-dire que rien. Ça leur passe sous le nez complet, quoi. Incroyable. Et là... Nakajima était vachement sonné. Bah oui. Parce que la voiture, du coup, s'est arrêtée. Il a fait le tour en 10 minutes. Ouais. Il a repassé la ligne, mais ça servait à rien, puisque du coup, cette règle fait qu'il est disqualifié. Mais il est sorti de sa voiture là, quoi. Lui, il a pas fait comme ils font maintenant... ligne droite et puis demi-tour et donc la pit lane à l'envers jusqu'au podium ou alors direction oui, il s'est arrêté devant son stand en fait. Mais il s'est réarrêté devant le stand et il a eu besoin d'être assisté pour sortir de la voiture, hein, dans le sens où il a pu sortir tout seul bien sûr, mais il fallait une épaule, voire plusieurs pour le supporter parce que il était... Ouais, je pense que c'est un des pires moments de sa vie, quoi. C'est incroyable. De se rêver, de se voir triompher comme pilote japonais aux 24 heures du Mans, il n'a pas eu beaucoup, hein, au volant d'une voiture japonaise. Enfin, l'histoire a été magnifique. Non, et puis, comme on l'a dit, l'histoire de Toyota, je veux dire, ça faisait depuis des années que Toyota courait après. Et là, c'était l'année pas ou jamais, parce qu'on savait pas ce qui allait se passer après. Mais bon, il devait peut-être un peu douter. Luc de Chonac, on se souvient, était en larmes. Enfin, c'était un moment qui n'était pas agréable du tout, même pour ceux qui n'aimaient pas Toyota, je pense. Ça peut être très agréable. Et puis, on sortait quand même de 2014 où Nakajima déjà était au volant de la TS030 au matin, ça devait être 6h du matin quand il y a un problème de faisceau électrique. Et 2014, elle aurait été promise en fait. Hein. 2014, c'était l'année où Porsche débute. Audi, ils ont dominé le début de l'ère hybride 2012-13, mais en 2014, la caisse, elle est avion, elle est au-dessus du lot. Ils ont une maîtrise totale de la gestion de l'hybride, les pilotes, enfin, tout est fait pour eux. Ça marche pas. 2015, comme tu l'as dit en introduction, une année blanche, quoi. Toyota, tu te dis, ils n'existent plus, en fait. Ils ont tout oublié. La livrée, en plus, qui avait évolué, je crois. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est plus les mêmes. Ça y est, ils ont tout perdu. Et là, 2016, waouh. Incroyable, quoi. Et bon, depuis, ils en ont cumulé 5, mais voilà, c'est vrai que c'était assez particulier, quoi. Ils en ont cumulé 5, mais ils les ont quand même pas remportés dans cette nouvelle ère hypercar. Encore, j'allais dire. C'est le reproche que peut-être certains feront, c'est que Toyota n'a jamais gagné Le Mans face à des concurrents de son niveau, quoi. Face à une adversité. Gagner face à Glickenhaus ou à Rebellion ou à Alpine, en l'occurrence l'Alpine, pas l'actuelle, hein, vous avez compris. Oui. L'ancienne LMP2. C'est pas le même standing que... Évidemment, c'est pas le même standing que gagner face à Ferrari, face à tout le parterre de constructeurs qu'on a aujourd'hui. Donc, mais bon, on peut pas leur reprocher, en fait. Eux, ils sont restés, hein, ils sont fidèles, quoi. Ils sont toujours là. Donc, mais complètement, c'est clair. Elles comptent pareil, hein, ces victoires-là. Et puis en plus, ils ont raconté une histoire différente, tu vois. Moi, je trouve.
Personnellement, je suis pas en train de défendre Toyota ou pas, ou je suis pas fan de Toyota, hein, vous avez compris. Mais Pourtant, ils sont fantastiques. ils sont fantastiques, et surtout, ils ont raconté des histoires avec Alonso qui est arrivé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça a apporté aussi un truc. Il y a eu des années où on s'est copieusement ennuyé aux 24 heures du Mans sous l'ère Toyota. N'empêche qu'il y avait toujours quand même des choses à raconter autour de ça. Le doublé de Fernando Alonso, ça reste quand même un événement. Bien sûr. Enfin, voilà, il y a eu des choses incroyables. Moi, ce qui me frappe quand même quand on fait ces épisodes historiques, c'est, tu sais, le fameux adage c'était mieux avant, et c'était vachement plus serré, etc. Alors oui, c'est vrai qu'entre la 5 et la 2, c'était relativement serré, parce qu'après la crevaison lente, il y avait un petit peu plus d'une minute d'écart, donc c'était pas énorme. Mais quand tu regardes les écarts, ensuite, ah bah oui, on se 3 croirait dans les tours, années 12 80. tours, 17 tours, 27 tours avec le 5e, qui est le vainqueur LMP2 et donc victoire Alpine avec cet équipage Lapierre, Menezes, Riquelme. Mais là, franchement, tu te dis, c'est des écarts de malade. Et donc, victoire Ford en LMGTE Pro, évidemment, avec Sébastien Bourdet. Quand Ouais. même! Enfin Sébastien, c'est pas au général, mais réussi à remporter les 24 heures du Mans. Ça, c'était quand même, je pense, un grand moment aussi. Ford qui revient et Ford qui s'impose assez nettement quoi, en LMGTE Pro. Ouais, ça c'était assez nettement. Là, pour le coup, il y a quand même plusieurs voitures dans le tour. Oui, c'est vrai. Mais c'était le. Il y a les 3 voitures ça, dans le top 4, c'est vrai. Et j'avais oublié qu'il y avait la Rizzi Competizione avec Fisichella, Malucelli et Villander qui étaient dans les roues. C'est vrai que c'était pas Ouais, large. Ils non, étaient là, mais il y avait quand même cette Ferrari. c'était la bataille Ford-Ferrari qui était annoncée avant le départ et qui a eu lieu. Et Oui. ouais, ça c'est clairement l'autre belle histoire, mais qui, oui, qu'on a un peu éclipsé parce que, enfin là en tout cas pour l'épisode d'aujourd'hui, on se concentrait, vous l'avez compris, sur Toyota et sur la bataille en LMP1. Mais oui, clairement ça a été l'autre belle histoire. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a beaucoup, je vais dire fait vendre, non c'est pas ça, enfin, mais voilà, le Manceau qui gagne, certes en catégorie, mais avec Ford, pour le retour de Ford en compétition, enfin, ouais, il y avait vraiment tout un engouement autour de lui. Il est toujours très suivi et très supporté aux 24 heures du Mans, bien sûr. Mais je pense que ça doit être un de ses meilleurs souvenirs, clairement. Ouais. Ah bah c'est clair. La Ford, et puis la caisse aussi. Enfin, moi, j'accorde beaucoup d'importance comme ça au design, enfin, je sais pas, à l'impression que la voiture rend, tu vois. Et la Ford GT, clairement, je sais pas si vous avez tous eu la chance de la voir en activité, en évolution sur la piste, mais c'était quand même une caisse incroyable à avoir passé, quoi. Et on n'est pas passé loin d'avoir des victoires françaises dans toutes les catégories parce que Romain Dumas s'impose en LMP1. En LMP2, on l'a dit, Signatec Alpine Ouais, Nicolas s'impose Lapierre. avec Nicolas Lapierre, bien sûr. Sébastien Bourdet, donc avec le LMGTE Pro. Et en LMGTE AM, François AM, Perraudot et Emmanuel Collard terminent deuxième sur les roues, les roues de la Ferrari de la Scuderia Corsa. De mémoire, c'est du full ricain, non? Eh oui, exactement, avec Ouais, Swidler, c'est ça. Bell et Seagal. Et je me souviens, je crois, non, c'était l'année suivante, je sais plus, le sponsor de. Bell. Ouais, voilà, Thomson Bell qui était top. Moi, je l'aime beaucoup, Thomson Bell. Et puis victoire, pas vraiment de victoire, mais en tout cas la catégorie Garage 56, qui voit l'arrivée, première fois de l'histoire aussi, qui a un pilote quadré amputé. Frédéric Sausset, en l'occurrence, passe la ligne d'arrivée, donc il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de problème, et tout s'est bien passé, quoi. Victoire d'arrivée, quoi. Hein. Clairement, victoire de voir le bout. Bah oui. Les garages 56, voilà, quoi. Hein. On se souvient de la Delta Wing ou de la Zéode RC. Là, le 56e stand, il arrive, quoi. Et voilà, exactement. Donc c'était assez fou aussi là-dessus. Une édition qui a été marquée par la pluie au début, mais qui ensuite n'a pas été trop arrosée, Non. si j'ai pas de bêtises, hein, le dimanche. Non, c'est ça. Et puis j'allais développer aussi un peu sur le côté podium parce que, comme tu l'as dit, du coup, on avait la Porsche qui gagne, la Toyota 2e et la l'Audi 3e. Ah oui. Je sais pas si si tu étais à la manette pour animer le podium, enfin pour animer la conférence de presse. Non. Mais moi, je m'en souviens très très bien. Parce qu'il y avait vraiment une ambiance pas ouf, dans le sens où 2013, il y avait une ambiance pas ouf parce que Oui. Alan Simonsen était décédé. Oui. Et là, 2016, il n'y a pas de drame, mais il y a un truc un peu... En fait, comme tu l'as dit, quoi, les pilotes Porsche, en fait, je revois Romain Dumas, Marc Lieb ou Neil Jani être heureux, mais... Enfin... ouais, il n'y a pas de démonstration de joie parce qu'à côté d'eux, il y a quand même un équipage qui vient de... Enfin, ils sont même pas là d'ailleurs, ils sont pas dans la pièce. Même pas là.
Mais en fait, c'est bizarre la sensation, tu vois, de. Et puis après, il y a Loïc Duval, je me souviens tellement de lui, qui dit bah, j'ai appris il y a quelques minutes qu'on était là, parce que. Enfin, il dit pour moi, en fait, je pensais que ça allait être l'autre Toyota. Et donc, parce que je sais plus qui anime, ça devait être Bruno Vandestick qui animait. Ouais, Je lui dis bah alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le podium? Et il dit bah. Je sais pas, enfin, j'ai pas. En fait, pour moi, je l'ai pas intégré le podium, quoi. On a été nulle part, donc tu l'as dit, 12 tours. En fait, et si tu veux, sous cette question-là, plutôt que de répondre en disant, bah voilà, oui, c'est un podium, machin, c'est toujours bien. Non, en fait, Duval, il règle ses comptes directs. Il est dit, moi je l'adore, hein, Loïc, hein, c'est un bosseur, un mec. Non, mais ouais, c'est vrai, je mets des guillemets pour pas dire que je suis en train de le dézinguer, parce que c'est un vrai bosseur, un mec qui a de l'abnégation, et tu l'as rappelé en plus avec sa sortie 2014, c'est clair. mais là, en fait, il est tellement. Ils ont tellement été nulle part, et il se retrouve sur le podium. Il dit bah ouais, je suis là, mais je m'y attendais pas. Enfin, je réalise pas du tout le truc. Et puis en fait, peu importe quoi, parce que la caisse elle est tellement naze qu'il va falloir bosser quoi. Parce que vraiment, on est nulle part quoi. Et vraiment, c'était ce côté, ça m'a fait rire parce que je me disais le gars, il a envie de gagner quoi. Et donc là, ouais, il y a un podium, mais en fait, enfin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout quoi. Ça va pas, voilà. ça va pas. Surtout qu'ils venaient de gagner Spa, cet équipage Spa, Jarvis, Di Grassi et Duval. Ouais, et finalement, ils vont gagner à nouveau. Et tu le disais, ça sera la dernière de Audi en endurance. C'est dingue de se dire ça. Depuis 2016, Audi n'est pas venu en endurance. Pour moi, c'était le trio qui allait émerger parce que Fassler, Lauterer, Tréluyer ont eu leurs heures de gloire avant. 2011, bien sûr, 12 et puis 14. Ouais. Les retraités progressifs de Audi ont laissé de la place, c'est-à-dire Alan McNish, Tom Christensen, Dindo Capello. Et donc là, il y avait clairement ce trio qui émergeait, qui a mis du temps à prendre peut-être, mais qui était qui est surprenant, quoi, tu vois. Je sais pas, en termes de personnalité, entre un Jarvis très discret, un Di Grassi qui hésite pas à dire qu'il a tout inventé, Loïc Duval qui est quand même, je pense, un des pilotes avec lesquels j'aurais adoré partager un volant, tu vois, pour l'expérience, la gentillesse. Une brochette assez hétéroclite finalement, mais je pense que eux, ils auraient eu une saison ou deux de plus dans la même voiture chez Audi, ça gagnait beaucoup de courses, quoi. Ils avaient une vraie entente incroyable. Ouais, donc ça les a vraiment coupés dans leur élan et ça leur a coupé les ailes. Ils ont terminé vice-champions quand même cette année 2016 avec l'Audi derrière la Porsche qui donc, malgré un début de saison en fanfare, n'a pas été exceptionnel ensuite. Il n'y a plus de podium. Pas un seul podium pour la Porsche de Lieb, Yanni et Dumas en WEC. Et il termine quand même champion avec un petit peu plus de 10 points d'avance. Bon, alors j'ai un petit top quiz interne, parce que ça on va pas le mettre en top question parce que ça va être trop compliqué. Mais on n'aura pas de réponse. Et puis voilà. Le but c'est quand même de vous faire participer et qu'il y ait des interactions. Si je mets un truc trop pointard, donc je te le donne à toi, mais vous pouvez jouer bien sûr. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure, le tour le plus rapide c'était Kamui Kobayashi. Ah bon 3:21 445. Ouais, je crois que je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Je le dis maintenant. J'ai pas fait attention. Ok. Ouais, 3:21 445. C'était en prévision de ce qu'il allait faire dans les années futures. Exactement, en 2017, ouais. À ton avis, combien il y a eu de changements combien de fois le meilleur tour a changé de main? Tu sais, il y a premier tour en course, bah forcément celui qui est le plus rapide, il prend le meilleur tour, ça c'est sûr. Puis bah après, ça dépend, parce que le meilleur temps en course n'est pas toujours amélioré à chaque tour, bien sûr. Non. Mais voilà, combien de temps, pour te donner un ordre d'idée, en 2015, il y a eu 11 changements de meilleurs tours. 11 meilleurs tours, voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous avez compris. Ouais. Ok. Si, des là, il y en a eu combien, à ton avis? Vu que là, les conditions étaient compliquées. Si tu me poses la question, j'imagine qu'il y en a eu plus. Ou alors peut-être pas. Non, si. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une connerie, donc vas-y. Non, c'est qu'il y a une connerie, parce que c'est pas possible qu'il y en ait moins que 11 quand même. Je veux pas... je sais pas si c'est beaucoup. En vrai, je pense que 11, c'est déjà... Je suis pas sûr que ce soit tant que ça, moi. Si 11 allez, je dirais qu'il y en a eu... allez, je sais pas, 30. En fait, il y a eu plus de 100 changements du meilleur tour. Bah, ça va, je suis pas loin. Ouais, en fait, pourquoi alors, je pense que c'est une des éditions où il y en a eu le plus. Tout simplement parce que, vu qu'on a eu le départ derrière la voiture de sécurité, le premier tour, je sais même plus, j'ai pas le truc sous les yeux, mais en gros... C'était le 7e tour, je pense. En fait, c'est ça. Si tu veux, le meilleur tour en course a changé de main. Il y a eu des GT, il y a eu... tu vois, j'avais quelques noms, mais Olivier Plat, Vitaly Petrov, Patrick Pilet,
Giancarlo Mais non. Fisichella. Ils Ah, ont mais tous oui. tenu le meilleur tour. Bah oui. Ah bah oui, parce que c'est sous Mais safety il car. Bah oui, tournait je suis en bête. 7 minutes 20, tu vois, et puis après il y a un mec qui tournait en 7-18, et puis après 7-15. Bah oui, mais en fait non, ils sont tous derrière à la queue leu, quoi, donc ça n'a pas de sens. Ah, c'est énorme. Donc, c'est Ah comme non, ça j'avais qu'il y a pas eu 100 pensé. changements. Ah oui, donc il y a eu énormément de changements sous safety car. Oui, parce que c'est la première fois de Ouais. l'histoire, donc c'est ce que l'on disait, même Et si puis la on piste n'est pas d'accord avec s'améliorait nous. de tour en tour, et puis Non, mais le d'accord. safety car devait augmenter un petit peu le rythme, mais ça Et jouait bah à la oui. seconde ou à 2 secondes. Tu Et vois. c'est surtout que un départ sous safety car, c'est jamais le cas. Donc du coup, une GT peut jamais faire le meilleur tour en course, c'est ça. impossible. C'est ça, voilà. C'est Normalement. D'ailleurs, c'est peut-être une des premières fois depuis longtemps, depuis qu'il y a les protos dans les grandes catégories, qu'une GT fait le meilleur temps en fait. ça. Au Qu'elle tour. le tient, qu'elle le tient ne serait-ce que quelques secondes. Oui, je pense que c'était la première fois. Waouh, ah, énorme. Ah oui, plus de 100 changements de record du tour. Waouh. Et voilà, ça, en fait, ça c'est mes notes de l'époque, hein, c'est mon petit article. Je vous le mettrai en lien, tiens, comme ça vous pourrez aller voir. Ah, très bien. Et autre anecdote qui est marrante, c'est que le meilleur tour en course, donc Kamui Kobayashi, ça je l'ai dit, mais c'est pas le tour idéal. Tu sais, c'est pas, il a pas les 3 partiels en violet, quoi. Oui. Si tu veux avoir le meilleur temps idéal, en fait, il faut combiner le premier secteur de Mark Webber sur la Ouais. 919. Il faut prendre le deuxième secteur de Kamui Kobayashi et il faut prendre le troisième partiel de Lucas Di Grassi sur l'Audi. Donc c'est quand même marrant. C'est-à-dire que si tu veux avoir et ça fait un 3-20. Si tu veux avoir le meilleur tour Tu prends les 3 possible durant constructeurs. l'épreuve, il faut les 3 constructeurs. C'est incroyable. Ah, j'adore. J'adore ces anecdotes. C'est magnifique. Franchement, c'est un bonheur à chaque fois, voilà, de faire des épisodes comme ça historiques. On a peut-être oublié des choses, on est peut-être passé à côté d'autres choses, mais je crois qu'on a essayé d'être complet quand même. Et c'est vrai que cette image incroyable de la Toyota qui s'arrête à 4 minutes de la fin, Ouais. ça a quand même laissé des traces. Hein. On peut. Si t'as fait une imitation d'Henri Pescarolo tout à l'heure ou pas? Oui, oui, oui. Mais tu Parce peux que refaire. sinon, ouais, parce que c'était sa 50e participation aux 24 heures du Mans. Il bossait pour l'équipe, je pense. Enfin, il était consultant télé. Eurosport. Ou Eurosport. Eurosport, Ouais, je Eurosport pense, ouais. peut-être. Enfin, il était consultant télé et donc ça faisait, entre guillemets, 50 participations au Mans. Ah ouais, pas mal. Mm. Bah, Voilà. 50, Oh, là, oui, là parce j'ai que... plus de chiffres. Là, Non, j'ai parce plus qu'il de a chiffres, commencé monsieur. en 66. Donc il en a manqué qu'une seule, c'était en 69. Si je dis pas de 68 qu'il a manqué. Non, attends, je me souviens plus. Quand est-ce qu'il s'est envolé? 69, il a manqué l'édition ouais. du Mans. Ouais. Et sinon, après, il en a pas manqué une seule jusqu'à, malheureusement, les dernières années, quoi. Ah, bah là, je pense qu'on a fait. Autant celui de la semaine dernière, c'était beaucoup trop de chiffres. L'épisode. Là, je l'avais mis en titre. J'avais tenté ça à un moment sur. Ah bon? J'ai fait un peu d'AB testing. Je te montrerai. Et, Ouais, mais ça a pas et marché, non, du coup. non, bah voilà, c'est ça. mais là, par contre, des chiffres clés sympas. Ah bah là, on est pas mal. Déjà, quand tu as juste le chiffre d'Audi, moi, je crois que c'est celui qu'il faut qu'on retienne quand même. Ah, c'est fou. Hein. Entre 99 et 2016, à chaque fois une Audi sur le podium, tu dis mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont arrivés en endurance en fait sous l'ère Wolfgang Ulrich, ils ont toujours été sur le podium. C'est ça en fait que tu es en train de nous dire. Ouais, c'est ça, il y a toujours eu un C'est podium. du 100%. Non mais attends, c'est du 100% de réussite sur un podium. Il n'y a aucun autre constructeur sur le long terme, je veux qu'il n'y en dire. a pas d'autres. Déjà, t'as 13 victoires là-dedans, il y a tout, quoi. Ouais, non, il y a tout. Il y a peut-être des constructeurs qui sont venus 2 ans et qui ont fait... Mais ça m'étonne, non, mais des podiums à chaque fois. Glickenhaus, ils n'ont pas fait des podiums à chaque fois, si? Ah, peut-être. En tout cas, ils ont un 100% de finish. Et ça, c'est une stat que Audi n'a pas, par exemple, tu vois. Ah oui. Glickenhaus, ils ont un 100% de taux d'arrivée. Ça, c'est beau. Ça, Isota Fraschini aussi, je crois, d'ailleurs. Ils ont 100% de non-résultats, non? Pas ça? Isota Fraschini, si, elle a fini aussi, elle a 100%. Non! Ah, bah pardon. Elle a fini, ouais. Mes excuses. Non, mais Glickenhaus, ouais, c'est marrant, c'est une fiabilité quand même. Enfin, oui, Ouais. ça fait un autre débat, mais Non, mais Audi, voiture. non, mais Audi, c'est imbattable, mais ils n'ont pas un 100% de finish dans le sens où il y a quand même eu des accidents, il y a quand même des sorties de piste. Évidemment. Mais là, on parle de 100% de toutes Audi... les voitures engagées par Glickenhaus, quoi. Incroyable. Ouais, et tu sais que Audi, on fera un épisode un jour sur Audi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère bien. C'est vraiment, et surtout sur quoi, sur 2000. Attends, c'est quoi, c'est 11 ou je sais plus quelle année, ouais, ça va être le 11 ou... The Truth in 24 heures, ouais. 24 hours, là où ça s'est joué à quoi, 11 secondes, 13 secondes. Ouais, c'est ça, et surtout le fait que chez Audi, ils avaient un mantra qu'ils vont sans doute vouloir appliquer en Formule 1. Il n'y a jamais eu une Audi qui a abandonné sur un problème moteur. C'est une volonté de... Voilà, on fait des choses, on peut prendre des risques, on peut faire ci, on peut faire ça, mais
on n'abandonnera pas sur un problème moteur parce qu'on a une image à défendre, quoi. Ça, je trouve ça Wow. incroyable. Ça m'étonne qu'ils y arrivent en Formule 1, mais peut-être, peut-être. C'est pas les mêmes contraintes, quoi. Eh ben, écoute, ça sera intéressant à suivre en tout cas. Ça, c'est un beau challenge et bah, c'est pas arrivé à Porsche parce que Henry, eh ben, il s'est bien fait niquer avec le moteur qui lui a pété dedans. Voilà, c'est Tu vrai te que là, souviens de oui. l'histoire? C'était quoi? Je me souviens plus, c'était la bielle, non? Je sais plus. Et bielle cassée en deux, c'était jamais arrivé dans l'histoire de Porsche. À tel point que Porsche, il me le raconte dans Trajectoire, donc vous irez écouter Henri Ça, c'est Pescarolo. en... Là, tu parles pas de Formule 1. Non, 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 je parle d'endurance. Je Oui, parle oui, des oui. 24 heures. Non, Oui, mais oui, parce oui, que Porsche se targuait de ne jamais avoir cassé de Oui, oui. moteur non plus. Et la bielle fendue en deux, il en a fait un bibelot, non? C'est pas ça? Oh non, elle est au musée, non? C'est pas ça? Non, elle est au musée, ouais. Elle est Ah, au elle est au musée. musée, c'est ça. C'est la seule de l'histoire. Donc voilà, non, ça m'a fait penser à ça. Bon, passons à c'est quoi ton actu? Rapidement, Ah, si ça te oui, va, oui. évidemment, si tu as tout dit sur l'édition 2016. Ouais, ouais, carrément. C'est quoi mon actu? C'est quoi mon actu? Ah, j'aime bien. Non, c'est pas une, c'est Ah pas non, une c'est pas une question piège, hein. réflexion. Ah, pardon. C'est quoi ton actu? Écoute, Alors attends, deux points. Alors mon actu, donc déjà en non, première. je suis en train de me replonger dans les éditions. Bah, comme on l'a fait là un peu, je suis en train de me replonger dans les éditions un peu historiques. J'ai mis Ah, la main sur l'annuel des 24 heures du Mans 95 que j'avais toujours pas, oh, figurez-vous. Donc voilà. il y a un très bon épisode de l'Endurance Club qui revient Oui. sur l'édition 95. Et bah, tu vois, Je te, c'était je sans te le annuel, conseille. c'était comme ça avec le talent. Donc non, voilà, C'était il manquait. avec Julien. Avec Ouais, Julien ouais. aussi. Non, il manquait dans la collecte, donc j'ai ça. Non, en fait, je suis en train de me plonger. J'essaye de creuser un petit peu pour nos épisodes notamment, et puis aussi pour Classic Auto et pour Endurance Mag, Ouais. des sujets historiques, de reprendre contact avec D'ailleurs, si vous en faites partie, hein, des pilotes qui ont fait le Mans, je parle pas forcément de gens qui ont fait 33 fois le Mans, hein, mais des pilotes qui ont participé une, deux, trois fois, mais avec des voitures un peu originales, ou enfin voilà, des épopées, récupérer des photos, enfin voilà, j'essaye de développer ce côté Ok. historique, on va dire. Donc voilà, c'est ça mon actu, c'est un peu un truc divers, tu vois. Plutôt que de classer les magazines et de faire du rangement, j'essaye de développer les contacts pour récupérer des anecdotes. En fait, je suis friand d'anecdotes, donc j'essaye Ah, d'en moi aussi. avoir, et il y a plein de gens qui demandent qu'à en raconter, à en passer. Donc oui, bah évidemment, toi aussi, c'est vrai que ouais, on est pareil là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas, et franchement, le podcast génère comme ça quelques échanges. J'ai eu des échanges sympas sur des sujets, sur le Mans 99 notamment. Enfin voilà, j'essaie de capter tout ça, et on vous le retransmettra d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais voilà. J'aime bien. C'est C'est bien. top. Bah ouais, franchement, c'est une Voilà, belle voilà. façon de s'occuper. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de temps libre, mais là, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Alors, il n'y a pas trop de lien avec le sport mécanique en ce moment. Je suis en train de développer un petit peu des tournages Reste, aussi de ouais, mes émissions. reste sur ta vie pro, Anthony, reste sur ta vie pro. Non, oui, non, ça va, ça reste du pro. Non, je développe l'émission Motorhome où en fait je suis en train de tourner pas mal d'épisodes et donc on mettra des petits extraits sur les réseaux, mais j'ai besoin d'être accompagné. Enfin bon, bref, voilà, c'est ma tambouille interne. Non, là cette semaine, je j'ai pas trop de lien avec le sport méca. J'ai commenté quand même une victoire historique à Macao avec Théophile Nael en monoplace et en GT, bah, victoire de Ferrari, donc double victoire historique finalement. Ouais, Un ouais. Français, c'était paru depuis 2004 avec Alexandre Préma. Donc c'était sur Sport en France et c'est retrouvable sur Internet hein, si ça vous intéresse. Et puis la victoire en GT, donc de la Coupe du Monde FIA GT, en l'absence de Mercedes. Victoire Ferrari. Cocorico parce qu'il y a Oreca quand même derrière Ouais, bien sûr. qui monte ses Ferrari 296 GT3. Donc voilà, j'ai eu ça le week-end dernier. Et là, le week-end qui vient, non, plutôt un petit peu de relâche, entre guillemets. Mais bon, relâche oui et non, parce que je vais quand même essayer d'avancer sur ces fameux épisodes de trajectoire et sur des montages. J'ai quand même pas mal de profils qui ont été enregistrés et qui me réclament. Eux-mêmes me disent, mais attends, mais quand est-ce que tu prévois de faire mon épisode? Parce que, tu vois, j'ai enregistré un épisode avec Benjamin Bailly, j'ai enregistré un épisode avec pas mal de spécialistes du monde de l'endurance aussi. Enfin, voilà, ils sont nombreux, ils se bousculent au portillon et j'espère y arriver. Voilà. Mais c'est Ok. pas facile en ce moment de trouver du temps. C'est pas facile parce qu'il y a plein d'autres activités à gérer et je m'en sors plus. Voilà, je vous le dis. Ah Si, ouais, il me reste quand même l'Endurance Club. Mais je crois que la semaine prochaine, on fera peut-être une pause. Donc bon, même l'Endurance Club, je ne peux même pas m'y tenir toutes les semaines.
tu vois. Écoute, ouais, alors voilà, c'est une annonce officielle, on fait une C'est petite une pause. annonce. Non mais on n'arrête pas, on Ah fait pas non! la fin du podcast. Non, non, on est d'accord. Non, non, mais petite pause semaine prochaine. Par contre, moi je m'engage à vous sortir quand même des articles si vous voulez Ah, lire des trucs en rapport avec l'endurance. Je sors des articles quotidiennement sur Classic Auto. Donc là, d'accord. pareil, petit lien en description YouTube, mais CLA2SIC-AUTO.fr. Il y a chaque jour de l'actu, et notamment de l'actu endurance, enfin actu non, plutôt justement histoire, récit, Eh oui, légende, etc. Donc voilà, si vous, pour combler votre absence d'Endurance Club la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller lire ça, et par contre n'hésitez pas aussi à faire vivre cet épisode qu'on enregistre là, parce que Le Mans 2016, clairement, je pense il est pas périmé, il sera, normalement ah il bah est non, encore bon dans 10 ans, quoi, donc voilà, n'hésitez pas à le faire tourner ça je auprès de pense. gens qui Le ont Mans vécu 95 Là, aussi d'ailleurs. voilà, on commence la collecte, quoi, les éditions spéciales, mais ouais, n'hésitez pas à le partager, parce que pour ceux qui l'ont vécu, ou au contraire ceux qui ne l'ont pas vécu, pour qu'ils découvrent un peu ce que ça a été, quoi. Et voilà, bah exactement. Et puis Florian qui nous fait des commentaires à chaque fois, et je vous remercie toutes et tous de faire des commentaires sur le bas de la chaîne YouTube, enfin voilà, sur l'espace commentaires. Sur les plateformes aussi, n'hésitez pas à mettre des étoiles et tout, mais ça vous le savez. Il attend des épisodes de Trajectoire, il est à court de podcast, Florian. Bon, bah Ah ça bah va ouais, mais arriver, ouais. ça va arriver. Et il y aura des articles. J'en profite pour saluer également Vincent Guérin, Rogaral qui a été bluffé par ton anecdote de la Dreamcast et de la R8C au Mans, donc on a envie d'en savoir plus Ouais, sur cet mais épisode qui sera lui aussi dédié aux jeux vidéo. Et tu sais que j'ai regardé les émulateurs pour faire tourner des jeux de Dreamcast, mais ah, pour que ça soit en bonne qualité, faut une machine de guerre en termes de ah PC, bon, quoi, mais mince. ouais, non, mais j'y réfléchis quand même, hein, à faire des streams, des live Twitch, Ouh là en là, jeu rétro. Bah non, mais c'est vrai que ça marcherait de bah pourquoi refaire les pas? jeux 24 heures du Mans, etc. Voilà. Ouais. Parce Pourquoi que t'en as pas? parlé la semaine dernière, donc. Faudrait qu'on fasse ça. Ouais, non, mais faudrait qu'on fasse ça. Moi, j'ai envie de m'y remettre aussi au Twitch. Voilà, faut juste trouver du temps et ça ira bien. Et puis, je remercie aussi Mister Graphite pour les messages que tu nous écris. Goodstone qui a envie aussi qu'on revienne sur les différents constructeurs qui sont engagés. On aura l'occasion d'y revenir justement sur les constructeurs engagés en hypercar. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quel est le programme, etc. On vous prépare ça pendant l'hiver. Donc, n'hésitez pas. Ruka Goldert aussi qui a envie de parler de jeux vidéo, et ben on en parlera. Hugo qui sont là, d'ailleurs il y en a deux, des Hugo Cornier et Hugo 917K. Je sais pas pourquoi 917K, je pense qu'il y a un lien avec un constructeur, je suis pas sûr. Mm, Et puis mm. Panos 81 également, voilà, qui est là. Bon, la top question, mesdames et messieurs, on va y passer à cette top question, et pour cela, il faut un jingle évidemment. Et tout de suite, eh bien, on va vous demander les trois premiers dans l'ordre. On va jouer top position pour la première fois aujourd'hui. Voilà, ça Parfait. c'est notre top question. C'est du cousu humain, comme on dit. Bon, Ouais. la question de la semaine dernière a été beaucoup trop facile, mon cher Geoffroy. Je le savais, mais je me suis dit, bon, allez, tant pis, on va faire une question facile. Mais vous êtes trop fort, en fait, tout simplement. Voilà, Fun6 a eu la bonne réponse, Hugo Cornier aussi, Panos81. On parlait, entre autres, d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'autres bonnes réponses, on parlait de Ferrari. En 72, ils ont été champions du monde comme Ah oui, en oui. 2025. Bon, ça c'était pas la question. La question c'était qu'ils avaient manqué une ou plusieurs courses et quelles étaient les courses en question et quelle est la raison de leur absence. Bon, en fait, j'ai essayé de l'élargir un petit peu cette question, mais vous avez été trop fort. Ferrari n'a raté qu'une seule course en 72 et c'était les 24 heures du Mans avec la 312 PB donc qui était plutôt en version course rapide mais pas endurance. C'est un peu ça, hein. Et Mhm. leur moteur, c'était quoi, un flat 12 ou c'était un V12? Je me souviens plus. En tout cas, n'ont pas passé les tests d'endurance. Donc, c'est Ferrari, le constructeur lui-même, qui a décidé de ne pas participer aux 24 heures du Mans. C'est ça. Incroyable, non? Ouais, en fait, ils se sont dit, Enfin, en fait, comment dire, le championnat était vraiment pas. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on est sur un vrai championnat d'endurance en termes de longueur des épreuves? Ah, ah Oui oui, et quand non, même, on 6 est sur heures, des épreuves 8 de heures. 6 heures, 2000 km. Ouais, enfin, à l'époque, en fait, ils disaient que, en fait, c'était un moteur dérivé de la F1 qu'ils avaient, et en gros, Ouais, eux, ils jugeaient qu'il était parfait pour les courses sprint ou les courses de 1000 km. Donc, enfin, ouais. voilà, et que le Mans ne se prêtait pas du tout enfin, qu'ils avaient pas,
que eux ils avaient leur propre programme technique et sportif avec la 312P et que donc Le Mans ne s'inscrivait pas. C'est incroyable de faire ça. C'est Faut un vrai. culot quand même. Mais qu'en gros ça s'inscrit pas dans leur programme à eux et donc ils viendront pas. Ouais, Voilà. allez-y, bataillez-vous les gars, au 24 heures du Mans, nous on fait autre chose. Non mais c'est vrai que c'est dingue, ils ont donc refusé, entre guillemets, mais c'était assez logique parce que leur moteur n'a jamais terminé une simulation d'endurance, même de 24 heures, même un petit peu moins, et donc Ouais. ils n'ont pas voulu passer pour une marque qui n'était pas fiable, on peut le comprendre aussi. Et donc, il y a des courriers de ça, des lettres officielles, Ah où ouais. ils indiquent, ouais, que, non mais clairement, et qui soutenaient, enfin que, en fait, enfin comment dire, ils voulaient pas en plus en donner à des équipes privées. Donc, enfin, il y avait vraiment cette volonté de pas, comme tu dis, se ridiculiser. Donc, il y a des courriers, pareil, je vous mettrai un lien, ça fait plein de liens à ajouter, mais je vous mettrai le lien sur YouTube où on voit, il y a un courrier de Enzo Ferrari à l'encre violette. Où Oh. il écrit que de toute façon ils viennent pas et donc voilà et donc victoire Matra. Eh ben, mais bien sûr, effectivement, belle victoire en 72 de Matra, parfait, effectivement, avec, un succès incroyable pour cette équipe française, bien évidemment, Et que l'on connaît bien. mais victoire Ferrari en catégorie avec Jean-Claude Androuillet et Claude Ballolena, Ah oui, le bon vieux Claude Ballolena. c'est vrai, incroyable. Donc voilà, Ferrari avait raté les 24 heures du Mans. Ça, Ouais, en tout cas en proto, ouais, carrément. c'est fou, mais c'est vrai. Oui, en proto dans la grande catégorie pour viser la victoire, je veux dire, en 72. Bon, Ouais. nouvelle top question, du coup, et on va parler d'un vainqueur de l'édition 2016. Oui. On va parler du vainqueur français de l'édition 2016 des 24 heures du Mans, et je ne parle pas de Sébastien Bourdet, je parle du vainqueur au général, Romain Dumas. Ouais. Bon, Romain Dumas gagne donc les 24 heures du Mans. Voilà, c'était la question. Donc, non, il gagne les 24 heures du Mans. Mais il a eu un mois de juin qui était plutôt assez prolifique et on voudrait savoir ce qui s'est passé en ce mois de juin pour lui. Il a fait d'autres compétitions, donc voilà. Si vous avez le nom des compétitions auxquelles il a participé et les résultats qu'il a eus, eh ben on veut tout savoir. Voilà, au mois de juin, hein, on entend. Donc évidemment qu'il y aura les 24 heures du Mans, mais ça on vous la demande pas puisqu'il l'a gagné, on le sait, on vient de le dire. Mais voilà, il y a d'autres épreuves auxquelles il a participé. Et donc, Voilà, si vous c'est ça. pouvez nous dire les résultats, on aura peut-être la voiture et le lieu. Voilà, les Ouais, lieux voilà, c'est ça. C'est que en question. normalement, en vainqueur des 24 heures du Mans, tu peux peut-être prendre quelques jours, te reposer, Ouais, être bah lui, tranquille, et non. ça n'a pas été le cas, non. Il a enchaîné pas mal de choses. Voilà la Voilà. question, en tout cas, Ouais. sur Romain Dumas. Bon, je pense qu'elle est assez claire, même si on la laisse large, le plus large possible, Ouais, cette ouais. question. Laissons Voilà. laissons une zone d'ombre. Ah bah oui, quand même. On a nos spécialistes, je compte sur vous, mesdames et messieurs, pour répondre à cette top question. Bon bah voilà, en tout cas c'était un épisode historique comme on les aime. 2016, finalement, tu vois, ça commence à être de l'historique, hein. Ça fait moins de 10 ans, Ah oui, ça oui, va oui, faire oui. 10 ans, mais c'est fou. Ça passe vite. Ouais, non, mais ça fout un coup. Et dire qu'on y était déjà. On y était. Ah, c'est vrai que ça passe, mais bon, voilà. En tout cas, on a voulu se remémorer de ce qui s'était passé en 2016. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à commenter comme vous le faites, à nous faire part de vos petites remarques aussi, à mettre des pouces, à booster la vidéo. Je crois que c'est sur les smartphones, sur YouTube. On peut appuyer sur le bouton boost. Enfin bon, j'avoue que je suis pas un expert de ça. Pouce bleu et puis surtout l'abonnement. C'est ça que tu avais dit la semaine dernière. J'essaie de m'y mettre. Ouais, exactement. Vous êtes pas mal à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à nous écouter, mais à pas être abonné sur YouTube, ce qui est gratuit. C'est juste que ça, voilà, que ça vous permet d'avoir sur votre fil YouTube directement le podcast quand il sort. C'est pas forcément une alerte, c'est pas une notification, c'est juste que quand vous allez arriver sur YouTube, sur votre smartphone ou sur ordi, vous allez avoir la vidéo qui va être suggérée puisque vous avez déclaré votre amour pour l'Endurance Club puisque vous êtes abonné. Exactement. Donc c'est une façon de plus facilement nous retrouver, de ne pas nous oublier. Ah là là, voilà. Moi, je veux qu'on fasse quelque chose de notre Endurance Club, hein. Il y aura des choses à faire, il y a des projets et ça va monter en puissance grâce à vous, mesdames et messieurs. Voilà, on est entre nous. Vous savez donc, eh bien, le rendez-vous, évidemment. Pas la semaine prochaine, c'est une semaine de pause, mais habituellement, toutes les semaines, vous connaissez le rendez-vous. Si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, eh bien, vous savez qu'on nous retrouve sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, sur Endurance Mag également. Bref, un petit peu partout. Et on se réjouit de vous parler de plein de sujets. La fois prochaine, donc après une petite semaine de pause, Ouais. on ira plutôt côté Asie pour Ouais. parler
de plein de choses niveau endurance, parce que, mine de rien, on se prépare pour la saison d'Asian Le Mans Series. Exactement. Ouais, carrément, Qui va arriver. j'adore ça. Ouais, voilà. j'ai hâte de vivre ça. C'est marrant. C'est l'hiver, ça, c'est sympa. Voilà, c'est ça, ça nous occupe. Et puis comme on parle de Romain Dumas dans la Top Question, Romain Dumas sera là avec son équipe aussi hein, en Asian Le Mans Series. Donc la boucle est bouclée comme on dit. Voilà, bon, allez, très bonne double semaine du coup, mon cher Geoffroy. Et puis on se retrouve donc dans moins de 15 jours pour un épisode dédié à l'Asie et dédié surtout à l'endurance au niveau de l'Asie sur l'Endurance Club. À très vite Geoffroy, merci beaucoup. Et à très vite, bonne semaine à tous. Ciao ciao.